Rebonjour. J'espère que le déjeuner était à votre convenance. Nous allons reprendre la journée, ce colloque, avec la prochaine partie qui concerne les décisions qui émaillent l'aventure d'une vie, du diagnostic prénatal jusqu'au grand âge, en passant par la prise de décision en psychiatrie, l'entrée ou non en EHPAD, les directives anticipées. Et on va commencer justement avec ce sujet des directives anticipées avec Estelle Amiot, infirmière référente à la cellule d'information et de recueil des directives anticipées, la CIRDA. Estelle, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc moi, en fait, je m'appelle Estelle Amiot, je suis infirmière. Je vous fais le topo vite fait parce qu'on en reparlera un peu à la fin. Je suis infirmière et j'ai été recrutée par le CHU de Poitiers avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine en 2022 pour former une nouvelle cellule qu'on appelle la cellule CIRDA, la cellule d'information et de recueil des directives anticipées. Grosso modo, moi, mon rôle, c'est d'aller former et informer tout public sur le 86 sur ce que sont les directives anticipées et la personne de confiance. Que l'on soit dans les établissements, donc auprès des professionnels, auprès des CHU, des polycliniques, mais aussi auprès du grand public. C'est pour ça que régulièrement, de par le biais de l'ERENA, vous pouvez voir qu'on a régulièrement des publications ou alors des webinaires, etc. Donc les directives anticipées, rentrons dans le vif du sujet. Qui les a écrits ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Selon les derniers chiffres que j'ai pu avoir, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont un peu nuancés, il n'y aurait que 4% de la population qui les a rédigés et le même nombre qui sont au courant de ce que sont réellement les directives anticipées. Même en tant que professionnel, c'est compliqué. C'est pour ça que là, cet après-midi, voyant qu'on est dans le cadre de l'éthique, de la bientraitance, de l'autonomie, à fond dans les directives anticipées, je voulais juste, dans un premier temps, vous faire un petit rappel sur ce que sont les directives anticipées, mais dans les grandes lignes. Et après, je voulais plus voir avec vous tous les questionnements que j'ai pu avoir d'un point de vue éthique, tout ce que les directives anticipées entraînent d'un point de vue implicite et non d'un côté juridique. Donc c'est pour ça. Donc, après, vous pourrez me poser des questions, il n'y a pas de souci, le sujet est très connu, il n'y a pas de problème. Donc les directives, osons en parler. D'abord, les directives anticipées, c'est quoi ? Donc c'est bien sûr la loi Leonetti-Claes, la loi de 2016, sur laquelle je me base à l'heure actuelle. Pour la suivante, on va voir ce qui va sortir. Donc les directives anticipées, c'est de permettre à tout le monde, de majeurs, bien sûr, bon, les mineurs émancipés, ils peuvent, mais après, c'est des classes particulières, d'exprimer ses volontés, ce que je veux, ce que je ne veux pas, notamment sur sa fin de vie. Ça, on y reviendra aussi sur cette notion, pour les faire valoir dans le cas où je ne serai plus en capacité de m'exprimer. Alors, m'exprimer, déjà, on va poser les choses. S'exprimer d'un point de vue juridique, ça va être tout simplement par la parole, le geste. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont appris le langage des signes, par le regard, mais aussi il y a la capacité de cognition. Quelqu'un qui n'est pas capable de vous dire ce qu'il a mangé le matin au petit déjeuner, qui vous répond 3 réponses différentes à des questions simples, ça va être compliqué de savoir si c'est vraiment sa volonté et pas le fruit d'une pression de quelqu'un d'autre ou d'une émission radio ou autre. Les avantages. Juste un petit truc. Les directives anticipées sont bien sûr pour les personnes, les protections juridiques. Je ne rentrerai pas dans ce grand volet-là parce que c'est toujours un peu plus complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les habilitations familiales, les curatelles renforcées, ils peuvent. Les tutelles, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, il faudra demander l'autorisation au juge, etc. C'est un autre parcours. Mais retenez qu'il y a quand même des grandes libertés de directives anticipées et il y a aussi des directives anticipées indirectes. Donc on en parlera plus tard. L'avantage des directives anticipées, surtout, c'est qu'à partir du moment où elles sont écrites, le médecin doit les appliquer, les respecter, même si ces directives anticipées vont contre sa morale, vont contre ce qu'il pense. Bien sûr, comme vous êtes aussi au fait de ça, il y a 2 situations dans lesquelles le médecin peut passer outre des directives anticipées. Mais à partir du moment où on ne les respecte pas, il faut qu'on le retrouve dans le dossier médical du patient
qui et pourquoi. La première situation, ça va être la situation d'urgence, ce qui semble un peu logique. Vous arrivez sur un accident, par exemple un accident de voiture, il y a une hémorragie interne, la personne va aux urgences, opération, on n'a pas le temps de chercher cette feuille, sachant que, comme je vous ai dit, il y a très peu de personnes. Donc là, ça se comprend, le retard, comme je dis souvent, à l'allumage. Le deuxième point, c'est là qu'on rentre dans les zones grisées, mais très grisées, des directives anticipées. Je défais un peu mon travail parce que vous allez voir, je vais vous montrer un peu tout le côté négatif. Donc je me mets un peu une épine dans le pied, mais bon. C'est si jamais elles apparaissent inappropriées ou inadaptées à la situation médicale. Ah, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Si vous avez la chance dans vos établissements ou autour de vous d'avoir parlé des directives anticipées ou même d'en avoir lu, vous allez lire, je peux mettre ma main à couper, dans les 3/4 des temps, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Or, le principe des directives anticipées, c'est que c'est un médecin qui ne vous connaît absolument pas qui les lit et qui doit être capable de juger ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Si je fais le tour de la salle, on a tous une définition différente et propre à soi-même, propre aussi à son vécu professionnel et personnel. S'il n'y a pas plus d'indications, le médecin n'en fera rien. Vous voyez, c'est tout ça. Les directives anticipées, autre source aussi de confusion éthique, il n'y a plus de limite de temps. Vous me les écrivez demain, dans 100 ans, elles seront toujours valables. Par contre, elles sont modifiables et annulables à tout moment. Perso, moi je vous conseille de les revoir tous les 3 ans, pour ceux qui les ont écrits et pour ceux qui vont les écrire demain, vous pouvez le refaire tous les 3 ans. Alors ça, les directives anticipées, c'est une très très grande évolution, parce qu'en fait, elles permettent d'exprimer les souhaits et les volontés de la personne pour les faire respecter lors de sa fin de vie. Par exemple, moi, je propose des ateliers pour aider en fait à cette rédaction, et j'ai beaucoup de couples qui sont d'origines différentes, de pays différents. Et du coup, de les écrire, ça permet de savoir, de respecter l'autre quand cette période de fin de vie va arriver. Et aussi de le protéger par rapport à sa famille, par rapport à ses origines. C'est de décrire ce que seraient pour soi, justement, les limites d'une obstination déraisonnable. Jusqu'où êtes-vous prêt à ce qu'on aille pour vous ? Pour la personne, et ainsi son souhait d'être sédaté ou non. Est-ce que vous voulez être endormi ou pas ? Est-ce que si jamais vous avez trop de douleur, est-ce que vous préférez supporter la douleur ou être endormi ? À quel moment vous voulez qu'on vous endorme ou pas ? Il y a des personnes qui, comme on ne sait pas vraiment ce qui se passe lorsqu'on ne peut plus s'exprimer en fin de vie, préfèrent vivre ces moments-là. Après, il y a bien sûr toutes les convictions religieuses et autres qui peuvent aussi rentrer en interaction. C'est donc écrire ces directives, c'est une démarche de liberté et d'autonomie ultime. Alors, pour les férus d'éthique, qu'est-ce que la liberté et qu'est-ce que l'autonomie ? Vous avez 3 heures. Protéger le patient des projections aussi, des valeurs que peut avoir la famille. Dire « Ah ben non, il faut lui faire ça » alors que la personne elle-même n'aurait peut-être pas voulu. Ou tout simplement aussi de l'équipe de soins. Lorsque vous avez des patients, nous ça arrivé aux soins palliatifs, qui sont contre les antidouleurs en fin de vie. Parce que dans leur religion, il faut souffrir dans sa fin de vie pour se reprendre de ses péchés. En tant que soignant, ça nous bouleverse. On a envie de sortir la morphine, je peux vous le dire. Mais du coup, non, on respecte ses valeurs et le choix de la personne elle-même. Donc ça évite aussi, vous voyez, toutes les projections que l'on peut se faire. De soulager la famille, d'avoir le sentiment d'avoir à choisir pour leurs proches, c'est-à-dire, je reviens du coup de l'accident, d'avoir le médecin qui vient devant la famille en disant « voilà ce qui se passe, soit on va en réanimation, soit lourd, soit on va plus vers des soins palliatifs ». Qu'est-ce que la personne aurait voulu ? Je pense qu'ici, nous sommes plusieurs à avoir des témoignages de dire que les familles, déjà, elles se déchirent à ce moment-là. Si on prend la caricature, le fils va dire « faites tout pour sauver maman », ou j'espère que mon mari dira « faites tout pour la sauver ». Et à côté de ça, vous allez avoir la fille ou d'autres membres de la famille qui vont dire « ah ben non, elle aurait voulu être accompagnée, surtout sans douleur, qu'on soit tous là ». Et le médecin au milieu va dire ben, « maman, qu'est-ce qu'elle veut ?» Donc du coup, on le sait, parce que du coup, on a les écrits. La famille est probablement au courant aussi de ce qui était écrit. Donc ça soulage en fait tout le monde. De plus, dans les directives anticipées, lorsqu'elles sont bien rédigées, l'équipe de soins sait comment prendre soin de la personne dans cette dernière période de vie, parce qu'elle a indiqué ce qu'elle voulait pas. Et en tant que soignant, on est sûr de prendre la personne vraiment dans tout ce qu'elle voulait.
c'est d'aider les équipes de soins à fonder les décisions en ayant pour repère les valeurs de la personne concernée, en évitant d'aller contre ces valeurs. Maintenant, on rentre un peu dans nos difficultés. D'abord, il y a le tabou de la mort. Ça, je ne vous le cacherai pas. Dans notre société, le sujet de la maladie, du handicap, de la perte d'autonomie, c'est plus que tabou. Est-ce que, personnellement, vous avez déjà parlé de ces sujets-là avec vos proches? Parce que vous êtes soignant. Vous êtes donc au fait des choses. Moi, je peux vous dire que lors des ateliers, j'avais un couple, ça faisait 57 ans qu'ils étaient ensemble. Je fais des petits jeux lors des ateliers pour aider à la rédaction. Lors de ce petit jeu, monsieur a sorti toutes les cartes d'origine plus ou moins religieuse. Méditer, prier, être en paix avec Dieu, avoir fait la paix avec mes amis, avoir une famille unie. Enfin, vraiment des choses de cette connotation-là. Sa dame, elle était très surprise en disant « Mais attends, t'as pas été à l'église depuis le mariage de notre fille il y a plus de 20 ans. » Il fait « Ouais, mais moi je sais qu'à ce moment-là, ce serait important pour moi. Je suis infirmière, méfiez-vous toujours des infirmières, on est un peu vicieuse. J'ai dit à madame, monsieur aurait eu un accident de voiture ce matin, qu'est-ce que vous auriez fait? Elle m'a dit, franchement, je partais sur une crémation, une cérémonie civile. Alors que pas du tout. 57 ans qu'ils se connaissaient. Donc vous voyez, nous aussi, on se met des freins pour parler de ça. C'est souvent nous, le personnel médical, qu'on craint de faire violence auprès des patients en leur évoquant ce sujet-là. En disant, voilà, est-ce que vous avez pensé aux directives anticipées? Et de nous-mêmes, on se met des barrières. Parce qu'on se dit, quelqu'un qui vient, par exemple, pour une maladie grave, pour une première chimio, je ne vais pas lui proposer les directives anticipées. Il va dire que je ne crois pas au traitement qu'il va lui donner. Ça peut être aussi le fait de dire, si je lui propose ça, il ne va plus avoir confiance en moi. Parce qu'il va dire que moi, je prévois déjà le plan B, quoi. Donc, vous voyez, il y a tout ça, en fait, qui rentre en jeu. Et il y a aussi le fait que c'est renvoyer l'image de mort. Lorsqu'on parle de la mort à d'autres, on se renvoie l'image de la mort, tout simplement. Et là, je peux vous dire que, par exemple, pour tout ce qui va être EHPAD, souvent, c'est le personnel qui se met des freins. Parce que dès qu'ils ouvrent la porte pour en parler avec leurs résidents, mais les résidents, ils y ont déjà parlé, ils y ont déjà pensé. Les gens qui ont des maladies graves, ils y ont déjà plus ou moins pensé. Ce qui manque, en fait, c'est que les paroles volent et les écrits restent, mais ils ne savent pas à qui en parler. Donc il faut toujours oser poser la porte. La personne en face, elle peut très bien vous claquer la porte en vous disant « Non mais pourquoi vous me parlez de ça ?» Voilà, très bien. Mais en fait, elle a retenu qu'avec vous, dans 3 ou 4 mois, si jamais elle vous revoit, elle pourra parler de ça. C'est qu'elle n'était peut-être pas prête. Donc vous voyez, il y a tout ce cheminement-là aussi à défaire. Quel est le meilleur pour en parler à un patient? Est-ce que c'est juste après un diagnostic ou juste après une entrée dans une SSR ou en EHPAD? Est-ce qu'on en parle à ses proches ou pas? Les directives rappellent tout simplement à tout le monde qu'on est né mortel. On est né et on a une date de péremption. Sauf qu'on ne connaît pas quand ni comment ça va arriver. C'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on va pas mourir. J'ai 46 ans et j'ai déjà 2 amis qui ont fait des arrêts cardiaques. Je connais plein de gens qui étaient marathoniens et qui ont fait des arrêts cardiaques. Donc vous voyez, ça peut arriver à tout moment. Mais on préfère le voir plus loin. Je suis très gaie comme fille, je m'amuse bien moi. Mais évoquer et informer, c'est toujours compliqué. Parce qu'en fait, parler des directives anticipées, cela suppose qu'on ait du temps pour vraiment bien présenter les choses, bien en parler. Donc c'est un temps où souvent les consultations ne permettent pas. Et c'est surtout que ce temps-là n'est pas reconnu comme temps de travail. Donc ça, je m'entends. C'est-à-dire que en tant qu'infirmière ou en tant que médecin, vous faites un pansement, un soin qui dure 2 heures, personne ne vous dira rien. Mais si vous restez dans une chambre à parler avec un patient pour éventuellement parler de ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, des fois, ce n'est pas très bien perçu d'avoir perdu ce temps-là à blablater, comme on peut dire. Donc vous voyez, c'est ça aussi dans notre culture. Anticiper la fin de vie peut aussi donner l'illusion à certains que tout est possible, qu'on peut tout maîtriser de A à Z. Or, ce n'est pas parce que vous avez une maladie, par exemple au niveau rénal, que vous allez mourir de votre maladie rénale. Vous pouvez faire très bien un arrêt cardiaque, vous pouvez faire très bien un AVC ou autre chose. Donc vous voyez, c'est une partie de vie qu'on ne peut pas maîtriser, mais on peut quand même en parler. Pour certaines personnes, par contre, écrire sera impossible pour eux, parce que se voir mentalement en fin de vie, pour eux, est trop violent.
Donc du coup, vous ne pourrez jamais avoir de directive anticipée. Là, c'est une grande page. Donc les directions des directives anticipées, c'est le questionnement qui se pose, c'est tout simplement qui je serai à ce moment-là de ma vie? Qu'est-ce que j'aurais vécu? Quel sera mon entourage? L'acte d'écrire, souvent, ce que disent les gens, c'est un acte de réflexion. C'est-à-dire que moi, je conseille toujours de faire une page contexte, entre guillemets. C'est justement pour permettre aux médecins de mieux vous connaître. Sur cette page contexte, vous allez faire une première partie, où vous allez inciter les gens à faire une première partie, avec tout ce qu'ils ont peur, tout ce qu'ils ne veulent pas. J'ai peur d'avoir mal, je ne veux pas être seule, je ne veux pas que Martine soit à mes côtés, je ne veux pas être dans une chambre noire, je ne veux pas être dans une chambre double. Là, vous allez les inciter en fait à mettre vraiment tout leur peur, mais sans rien de médical, vraiment dans votre entourage, de ce qui serait en fait vraiment gênant pour vous. Et dans un deuxième paragraphe, l'inverse, mettre tout ce qui serait aidant, tout ce qui serait le moins angoissant pour vous, des musiques, des odeurs, d'avoir qui à vos côtés, d'avoir un entourage religieux, éthique ou autre, parce que vous aimez écouter la radio, d'avoir la radio, votre animal de compagnie, si vous voulez un accompagnement religieux, philosophique, un peu tout ça. Bien sûr, pour au moins le don d'organes, marquez-le aussi. Ou, comme il y en a de plus en plus, si vous avez fait don de corps à la science, de marquer tout ça dans un deuxième paragraphe. Parce que ça permet de mieux vous connaître, mais ça permettra aussi aux équipes de soins de savoir comment bien prendre soin de vous. Et le dernier paragraphe, qui est aussi un grand sens éthique, et là c'est pareil, vous allez avoir aussi 3 heures, qui vous êtes? Quelle est votre éthique de vie? Alors dit comme ça, on ne sait pas trop. C'est tout simplement, alors je résume en très très gros, hein, il y aurait plusieurs pages à faire, c'est tout simplement dans votre vie, là, actuelle, je vous enlève 3 choses de votre vie, je les ramène avec moi, votre vie n'a plus aucun sens. Ce serait quoi? De la famille, des habitudes de vie, d'aller au sport 1 fois par semaine, d'aller vous promener tous les jours, de rester chiller tranquillement chez vous au moins un après-midi. Qui vous êtes? Parce que du coup, vous voyez, un médecin qui ne vous connaît absolument pas, il n'y a rien de médical là dans ce discours. Mais vous voyez, il sait vers où il ne faut pas aller, qu'est-ce qui peut vous aider pour cette période de vie compliquée, et surtout, qui vous êtes pour comprendre le tout. Donc vous voyez déjà, dans la réunion collégiale, déjà, ça c'est énorme. Donc vous voyez, il y a tout ça en fait dans les directives. Bien sûr, les volontés d'aujourd'hui par rapport à ce que je serai demain, il peut y avoir aussi des grandes différences. Les DA, c'est pour ça que les directives anticipées, il faut les refaire tous les 3 ans, parce que comme ça, 3 ans, ça va resuivre votre évolution. Si vous regardez 3 ans en arrière, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui, que vous seriez dans cette filière-là, etc. C'est aussi être confronté à sa mort, à des choses qu'on n'aime pas trop quand même, c'est-à-dire, au fait, qu'est-ce que je voudrais pas. Donc ça, c'est des sentiments qui se côtoient. Ça permet aussi toutes les projections, les représentations sur la mort, tout simplement, par rapport à votre vécu familial, votre histoire de vie, etc. Des choses que vous avez vécues personnellement, mais professionnellement. Et vous dites, jamais je voudrais ça. Eh bien, il faut qu'on le sache. Les paroles volent, les écrits restent. Suite à ça, aux difficultés d'écrit, en fait, le problème, c'est que lorsqu'on aide des patients à écrire ou des personnes de l'extérieur, c'est comment bien connaître tous les traitements qu'on peut avoir en fait en fin de vie par rapport à une maladie, toutes les options thérapeutiques, les avantages, leurs risques pour une fin de vie qu'on ne connaît. Lorsqu'on n'est pas du milieu médical, il faut savoir que c'est un monde très étrange que nous sommes. Donc c'est pour ça. Comment être sûr que la personne comprend, mesure tous les termes médicaux? Parce qu'elle doit se positionner. Mais si vous lui parlez, par exemple, d'une réanimation respiratoire, sur le coup, elle va vous dire, oui, si j'étouffe, je ne veux pas mourir étouffée, j'ai une réanimation. Oui, mais dans ce cas-là, on vous met un tube dans la gorge, et c'est peut-être pas dit qu'on va pouvoir l'enlever. Ah, voilà. Et votre quotidien, si jamais on peut mettre une trachéo, voilà ce que va être votre quotidien. Il faudra avoir des sondes d'aspiration, tout ça. Les gens, ils n'ont pas de notion, en fait, derrière, de qualité de vie que peuvent entraîner
ces thérapeutiques-là, en fait. Donc c'est pour ça que le langage médical, il faut vraiment bien l'expliquer. Comment connaître la situation dans laquelle on sera ? Tout simplement son âge, parce que là, si vous me l'écrivez aujourd'hui, et puis si on s'en sert de vos directives quand vous aurez 100 ans, on ne sera pas dans le même état, on n'aura pas non plus la même perspective de vie. Et bien sûr, il faut que ce soit bien la volonté de la personne et pas de son entourage, et que ce ne soit pas le fils, la fille qui les a écrits. Parce que là, comme repensez toujours à mon petit couple qui avait 57 ans de mariage, on ne peut jamais supposer ce que l'autre veut. Le problème, c'est qu'avec la loi Léonetti-Claes, vous avez l'obligation, en tant qu'établissement médico-social, d'informer sur les directives anticipées. Il y a des établissements qui se sont pris un peu de passion, et ça se comprend aussi, parce que regardez, toutes les accréditations, tout ça, la première chose qu'on va regarder, c'est les directives anticipées, l'information est-elle passée ? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certaines structures, du coup, elles ont pris cette information et le fait surtout d'écrire des directives anticipées. La loi, c'est juste pour informer. Écrire des directives reste à la personne. Ce que l'on peut rechercher, ce sera toujours si l'information est passée, si le patient ou le résident est au courant. Après, qu'il les ait écrits ou pas, ça les regarde. Mais il y a certains établissements qui, lorsque par exemple vous rentrez, vous avez le dossier d'admission et dans le dossier d'admission, vous avez le formulaire. Or, les gens, dans ces moments-là, à partir du moment qu'il y a un formulaire, il faut le remplir. Donc du coup, des fois, on a des directives anticipées qui ne correspondent pas à la personne. Donc il y a ce risque-là. Il y a le risque aussi que certains établissements se focalisent justement sur le nombre d'écrits, alors que non, légalement, c'est juste de l'information. Donc ça, en fait, des fois, ça entraîne des directives anticipées où on va se poser la question si c'est bien la personne qui les a rédigées, en fait. Et tout le problème, il est là aussi, des directives anticipées. Quelle validité éthique auront donc ces écrits ? L'intention bienveillante de respecter le droit d'une personne est mise en œuvre pouvant être vécue comme une maltraitance, justement. Comme tout à l'heure, on faisait autonomie, bientraitance et non-malfaisance. Mais là, les directives, on est bien dans ce sujet-là. Parce que du coup, déjà, rien que d'en parler, pour certains, ça va être de la violence. Et pour d'autres, au contraire, ils attendent tout ça. Qu'on leur en parle, qu'on les accompagne dans cet écrit-là. Les directives anticipées, ce que beaucoup de personnes ont peur, surtout dans le grand public, ils ont peur qu'après d'avoir écrit, rédigé et signé leurs directives, le médecin se détourne d'eux. Oui, c'est écrit. Pourquoi est-ce que le médecin il continuerait à s'embêter à avoir des échanges ? C'est ça, en fait, aussi, les gens ont peur. Ont peur qu'à partir du moment où les directives sont datées, signées, donc très officielles, que le médecin, en fait, se détourne d'eux et n'ait plus cet échange, qui est quand même la base du travail de tout le monde, d'avoir cet échange sur la fin de vie. Parce que, c'est écrit, donc je ne vais pas m'embêter, j'ai pas le temps, beaucoup de gens ont peur de ça. Et c'est quelque chose que je n'avais pas pensé et qui m'a beaucoup, beaucoup surpris. Il y a aussi certains formulaires que je n'apprécie pas trop, parce qu'en fait, c'est souvent de simples cases à cocher, alors que j'essaye de vous faire passer, et j'espère que je vais y arriver, que les directives anticipées, c'est beaucoup plus profond que ça, qu'une case. Est-ce que vous voulez avoir une stomie transitoire, permanente, etc. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est l'essence de la personne. Donc, c'est pour ça que une simple case sur un formulaire à cocher, pour moi, ça, c'est pas la qualité de vie qui ressort de la personne. On n'a pas l'essence de la personne. Donc, en fait, beaucoup de professionnels de santé privilégient d'abord la relation avec le patient. Et moi, c'est tout ce que j'encourage. C'est vraiment une relation avec le patient d'échange. Par exemple, si vous prenez les maladies neurodégénératives, c'est vraiment l'échange avec le patient, la connaissance du patient qui peut aider dans sa fin de vie en disant « Oh, ça, j'en ai parlé déjà au professeur Nasr, donc elle sait ce que je veux pas. J'en ai parlé avec l'équipe palliative, on avait convenu que si, ça, et que quand j'aurai plus de qualité de vie, j'aurai le droit à ci, à ça. » Vous voyez, ça va être un échange d'évolution aussi avec la mentalité. Parce qu'à 18 ans, lorsque tout va bien, ok, là, on peut marquer des grands thèmes. Mais lorsqu'on apprend qu'on a une maladie grave, la perspective va changer. Vous allez avoir un traitement
selon les effets secondaires du traitement, vous allez pouvoir changer de perspective de vie aussi, de choix aussi. Il y a aussi la difficulté que on voit la vie autrement après des maladies graves. Donc c'est pareil, il faudra réécrire. Et bien sûr, il y a aussi le fait que lorsque vous écrivez des directives anticipées, il faut se méfier aussi. Nous, en tant que soignants, comme je vous disais, on a une représentation différente. Mais là, si je vais voir des jeunes de 20 ans en leur disant « Vous, demain, vous avez un accident, vous êtes paraplégique, est-ce que vous voulez ou pas qu'on vous maintienne artificiellement en vie ?» Il y a une bonne chance pour qu'ils vous disent « Non, si je suis paraplégique, je vais avoir des difficultés à vivre, moi je ne veux pas. » Si vous allez dans les centres de rééducation à l'heure actuelle, il y en a beaucoup pour qui le fauteuil roulant fait partie de leur vie et ils remercient même des fois qu'on leur ait donné plus de chance. Donc vous voyez, c'est ça aussi. Vous, en tant que professionnel, vous avez toutes des limites, on va dire, en fait, handicapants. En disant, mais moi, jamais je me verrai quadraplégique, moi, si jamais je suis sourd, moi, si jamais je suis aveugle, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas vivre comme ça. Mais il faut se méfier parce qu'on a une résilience personnelle et la personne qu'on accompagne a une résilience qu'on ne se connaît pas tant qu'on n'est pas face au problème. Il y a tout ça, en fait, dans les directives. Donc, vous voyez que c'est un sujet très vaste. Il y a aussi tout ce qui va concerner l'obstination déraisonnable, l'acharnement thérapeutique. Alors, s'il vous plaît, si j'ai un gros message à vous faire passer, c'est lorsque vous parlez dans les services ou que vous entendez autour de vous parler d'arrêt thérapeutique. Alors, s'il vous plaît, dites bien qu'on n'arrête jamais les antidouleurs et les anti-angoisses. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens que j'ai en conférence qui viennent me voir. Oh, ils ont arrêté les médicaments, ils ont tout enlevé et ils sont partis. Non, il devait forcément y avoir des antidouleurs et des anti-angoisses. Vous voyez, les mots ont aussi un poids. Arrêtez l'hydratation, arrêtez l'alimentation. Oui, lorsqu'on est en fin de vie, c'est logique, mais il faut leur expliquer. Il faut aussi expliquer aux équipes de soins, parce que là aussi, vous allez avoir des différences. Parce que pour ne pas respecter les directives anticipées, ce que j'ai un peu oublié de vous dire, c'est que lorsqu'elles sont inadaptées à la situation médicale, il faut convoquer une réunion collégiale. Donc la réunion collégiale, je ne vous fais pas le topo, les deux médecins minimum, etc., etc. Voilà. Donc, lorsque cette réunion-là acte les arrêts des soins, donc les arrêts de l'hydratation et de l'alimentation, tout de suite vous avez à avoir la réplique, il va mourir de faim, il va mourir de soif. On parle des 15 derniers jours, on est d'accord. Expliquez-le tout simplement. Lorsque vous êtes bien malade, est-ce que vous avez faim ? Non. Là, notre organisme, il est dans le même état. Il est fatigué, ça fait longtemps qu'il travaille. Et en plus, il y a une raison pourquoi il arrive en fin de vie. On n'a pas faim. Par contre, l'entourage vous demandera « Est-ce que tu veux manger ? Est-ce que tu veux un petit bouillon ?» Parce que c'est français et on s'inquiète pour l'autre, ce qui se conçoit. L'autre chose, c'est l'hydratation. Il fait chaud, on va lui mettre une petite sous-cutanée, on va lui mettre une belle perfusion, une sonde naso ou gastrique. Le problème, c'est que vos vaisseaux, ils sont habitués à être un peu tous serrés. Et l'eau, lorsqu'on la met en quantité, c'est très bête, ça cherche à sortir. Oui, j'abrège. Ça cherche à sortir. Donc du coup, l'eau dans les vaisseaux va chercher à sortir, va donner des œdèmes et aussi des œdèmes pulmonaires. Les reins, eux, ils travaillent déjà très au ralenti. Et ils ont déjà de l'eau naturellement dans le corps. Mais là, cette eau-là, en fait, ils arrivent difficilement à la filtrer. Vous leur ajoutez de l'eau va faire barrage. Ça va donc faire des hypersalivations. Et ça va, je vous fais le topo résumé, très résumé, mais c'est pour l'expliquer au grand public avec ces termes-là. Et ça va donner surtout des râles au niveau pulmonaire. Et lorsque vous expliquez ça aux familles, il n'y a pas de souci. Surtout leur disant que on va faire des soins de bouche, on va faire des massages, on va faire ci, on va faire ça, qui sont très importants. Ils n'ont pas l'impression comme ça qu'on abandonne et qu'on va les abandonner lors de leur fin de vie. Donc là, juste un petit point par rapport à la CIRDA. Donc la CIRDA est la cellule d'information et de recueil des directives anticipées. Donc comme je vous l'ai dit au début, j'étais une expérimentation dans le 86, surtout vers l'extérieur. Et là, en fait, du coup, maintenant, on a une mission en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, pour l'instant, en fait, la mission de la Nouvelle-Aquitaine, c'est comme moi, en fait, c'est sensibiliser, informer l'ensemble de la population, professionnelle de santé ou non, sur les directives anticipées et la personne de confiance. Donc là, on va commencer à chercher des référents dans les autres départements. Donc bien sûr,
c'est un peu mon travail. Ce sera une formation sur 2 jours qui est prévue avec des mallettes d'informations. Et bien sûr, ce sera soutenu par notre cadre coordinatrice et notre médecin. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Estelle. Donc, comme vous le voyez, si les intervenants dépassent du temps, vous aurez cette magnifique petite intervention de ma part très subtile. Voilà. Alors, petit changement par rapport au programme. On va juste inverser la prochaine intervention avec la 3e intervention. Et donc, je vous demande d'accueillir Nema Jaafari, professeur d'université et psychiatre au centre hospitalier Henri Laborie, qui va venir nous parler de la manière dont on peut prendre en compte l'individualité des patients quand on prend des décisions à leur sujet en psychiatrie. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, en vous grâce et qualité, merci d'abord aux organisateurs et particulièrement au professeur Nathalie Nasr et son équipe de m'avoir invité de vous parler de cette thématique qui parle de tenir compte de l'individualité dans la prise de décision. Quand on prend une décision, on est 2, jamais seul. Depuis ce matin, j'entends les médecins décident, etc. Oui, mais il y a un patient en face. Et entre les 2, il y a l'hôpital. Je voudrais juste évacuer tout de suite la question de l'hôpital, parce que, de manière symbolique, parce qu'à l'hôpital, moi j'entends le matin au soir, il n'y a pas de place, il n'y a pas de lit. Il y a des bed bloqueurs. Vous avez déjà entendu ça ? Permettez-moi de vous proposer, sur le plan sémantique, un autre terme. Oublions ce terme anglais, d'ailleurs c'est anglais. Enfin, je vous propose des PSDD, personnes en situation de dépendance durable. C'est un peu plus élégant que des bed bloqueurs. Maintenant, si on essaie de passer donc de côté de soignant, ce qui est le plus simple, d'accord ? Si on prend le soignant et le soigné. Et là aussi, je vous demande, je voudrais un peu sur le plan symbolique vous emmener à voyager, de vous parler de ce livre de la Conférence des oiseaux, qui est de Attar, c'est un poète persan de XIIe siècle. Et tout est écrit dedans, tout ce qu'on parle aujourd'hui est dans ce livre-là, vous pouvez lire. Les oiseaux étaient perdus, n'avaient pas de chef, n'avaient pas de sens dans leur vie. Donc, ils se réunissent pour se demander comment on pourrait avancer. La houppe, l'oiseau de la sagesse, arrive et leur dit « Moi, je connais un roi, je sais qu'il va vous donner un sens dans votre vie, dans le sens de ce que vous faites, mais c'est à des millions de kilomètres d'ici. » Alors, chacun dit quelque chose. Le perroquet dit « Je ne vais pas lâcher ma cage dorée avec mon maître qui me donne à manger. » Le rossignol dit « Je ne vais pas lâcher ma rose bien aimée. » Et la houppe lui dit « Lorsqu'on s'intéresse qu'à la rose, on oublie l'immensité du jardin. » Donc, les oiseaux se réunissent, certains, et commencent à voyager vers ce point qui est à des millions de kilomètres. Il y a ceux qui abandonnent, ceux qui continuent, etc. Et le roi qui était là-bas s'appelait Simorgue. Et au bout de... Il passe 7 vallées, le vallée de détachement, le vallée de l'amour, le vallée de l'ego, etc. Et ils arrivent devant, après cette vallée, arrivent devant un palais et ils attendent. Il n'y a que 30 oiseaux et ils poussent la porte, il n'y a rien. Ils disent la houppe, où est alors le roi Simorgue ? Il dit, mais poussez bien la porte et regardez dans le miroir, vous allez le voir. En poussant la porte, les oiseaux ne voient pas 30 oiseaux, mais un seul. Et ça, il dit, c'est ça le Simorgue. Le Simorgue, le si en iranien, en persan, ça veut dire 30, et ça veut dire oiseau. Donc ça veut dire les 30 oiseaux ne voyaient pas 30, mais un seul oiseau, qui était le représentant de ce qui avait fait ce travail, qui avait fait sur eux-mêmes le temps de faire ce trajet. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'avec un patient, quand vous êtes, il y a d'abord un travail à faire sur soi. Le psychiatre que je suis
dans la manière dont on présente les choses, et vous avez beaucoup insisté sur ce point-là. Et je voudrais un peu faire ce travail avec vous. On est en face des patients, je vais vous présenter des situations, et je voudrais au tac me répondre ou lever la main. Je suis un patient schizophrène qui accepte de m'avoir comme voisin. Levez la main. Qui accepte de m'avoir à dîner? Qui accepte de se marier avec moi, homme ou femme? Ok? Maintenant, je suis un patient alcoolique. Qui accepte de m'avoir comme voisin? Qui accepte de m'avoir comme collègue de travail? Qui accepte de se marier avec moi? Ok. Vous avez vu vous-même les réponses que vous pouvez apporter. C'est-à-dire que là, c'est un travail qui a été réalisé par des collègues américains, et donc dans lequel ils ont regardé entre 1996 et 2006 sur des vignettes en présentant à des gens dans la rue. Et donc, patients schizophrènes, dépression ou s'il y avait une addiction à l'alcool. Et ce qui est intéressant, c'est que les questions étaient posées, c'était une attribution causale. Est-ce que c'est un problème génétique ou héréditaire? Est-ce qu'il y a un déséquilibre chimique dans le cerveau? Ou est-ce qu'il y a un effet d'une mauvaise éducation ou un mauvais caractère? Est-ce que ça mérite d'être soigné ou pas? Et voilà la question que je vous ai posée. Est-ce que vous acceptez de travailler en étroite collaboration avec vous, être votre voisin, passer une soirée avec vous, se marier à une personne de votre famille ou l'avoir comme un ami? Et quelle est la réponse? La réponse, ce qui est extraordinaire, regardez ici, regardez ici, c'est que quand on regarde à ce niveau-là, les patients qui sont alcooliques, c'est parce qu'ils ont un mauvais caractère. D'accord? Si vous avez un mauvais caractère, vous vous rendez compte, vous avez autour de vous des gens à qui vous dites que vous avez un mauvais caractère. Celui-là, donc ça veut dire qu'il peut devenir alcoolique, quoi. C'est ça. Vous voyez un peu l'image. Non, mais. Et puis vous regardez, peu de monde accepte de les avoir autour de soi. Puis, en termes de prise en charge, regardez, ce qui est là aussi important, c'est que on conçoit que les patients schizophrènes puissent pas aller à l'hôpital psychiatrique, mais pas tellement les patients déprimés ou alcooliques. Et là, ce qui est intéressant aussi, regardez, les gens pourraient accepter d'avoir un déprimé qui se marie dans leur voisinage, enfin dans leur famille, mais pas tellement des patients schizophrènes ou des patients alcooliques. Ce que je voudrais vous dire par là, le soignant que nous sommes, que je viens de vous montrer, dans notre tête, on a déjà une manière de se projeter, une manière de penser l'autre. Or, cela, ça va s'inviter lorsque vous allez prendre des décisions. Je ne sais pas si je vous ai convaincu. Maintenant, vous voyez cette question. Merci, professeur Nas, de poser la question de ce congrès aujourd'hui de cette manière. Mais déjà, en 2008, mais particulièrement 2009, c'était justement la thématique d'un congrès international qu'avec professeur Gilles, nous avons organisé à Poitiers avec les meilleurs internationaux sur la question de prise de décision dans les troubles psychiatriques et neurologiques. Et on a, à la suite de ces travaux, on a introduit ce que j'appelle l'insight ou la conscience de trouble dans le monde francophone. Et on a introduit dans notre livre de référence la notion de l'insight, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le degré de conscience de trouble quand vous voulez prendre une décision avec un patient. Alors c'est quoi? L'insight ou la conscience de trouble, je vais aller un peu vite là-dessus. Malheureusement, il n'y a pas de terme pour traduire ça en français, alors que dans les langues germaniques, il y a l'équivalence, mais pas dans les langues latines. Et donc, le problème, c'est que vous avez différents termes qui sont utilisés, anosognosie, déni, etc., awareness, dans les pathologies neurologiques ou psychiatriques ou mélangées, mais qui ne donnent pas
le même résultat et la difficulté de la compréhension. Maintenant, si on va sur ce qui est simple, quand on est à l'école, on dit un patient qui délire, qui est psychotique, il ne viendra pas seul vous voir. Il faut prendre sa main et l'emmener à l'hôpital ou voir le médecin. Mais un patient qui est névrotique, qui a des peurs, etc., va venir vous voir. Donc c'est oui et non. Hein. Il a conscience, oui ou non, de manière binaire. Cette manière de faire, regardez, dans les années 70, l'OMS va dire que 70% des patients présentant la schizophrénie avaient un faible insight ou pas de conscience de trouble. 70%. Je m'excuse si je vais un peu vous choquer, mais c'est comme si je suis un peu provocateur. Je suis du sud de Marseille, donc j'exagère toujours. Le fou, dans 70% des situations, c'est un fou. Donc ça n'est pas la peine de lui parler, parce qu'il ne va pas comprendre. D'accord. Il a fallu attendre, dans les années 1994, Amador, c'est qui? C'est un Cubain qui, avec ses frères et sœurs, ils vont aller aux États-Unis et son frère développe une schizophrénie et lui devient psychologue pour comprendre pourquoi son frère a développé cette pathologie, puisque lorsqu'il prend son traitement, etc., il est sympa, mais dès qu'il ne le prend plus, il est méchant, il les tape, etc. Et donc il dit, je propose de définir la conscience de la manière suivante. La conscience d'être malade, la conscience de différents symptômes, l'attribution causale, c'est-à-dire je peux dire que je les vois, que j'entends, c'est dans ma tête et pas les voisins qui me l'envoient, la conscience de nécessiter une psychothérapie, la conscience de nécessiter un traitement, la conscience des conséquences. Regardez, je vais vous donner tout de suite un exemple. Un pédophile, c'est ce qui fait et mal. C'est pourquoi il prend la main de l'enfant et il l'amène dans un coin. Ce qu'il est incapable de se représenter, c'est son avenir et l'avenir de l'enfant avec ce qu'il va faire. Donc ça ne sert à rien en psychothérapie de dire « il ne fallait pas faire ça », il le sait. Par contre, si vous vous projetez sur l'axe conscience des conséquences, là vous pouvez travailler avec. Vous voyez ? Et la conscience des troubles cognitifs. Il y a des patients psychiatriques qui savent parfaitement qu'ils n'arrivent pas à retenir des choses et ils peuvent décrire parfaitement la situation. Donc, si vous prenez cette définition-là et que vous l'appliquez sur le terrain, chez les patients, qu'est-ce qu'on a ? 32% de patients ont un faible insight, 25% modéré et 40% insight élevé. Et les amis, qu'est-ce qu'on a fait ? 73-1994, on a juste changé notre définition. On a juste changé notre manière de voir. Ce que je dis toujours, c'est que lorsque vous êtes les patients de XVIIe siècle, de XVIe siècle, ils n'avaient pas de corps, ni de queue, ni d'10 pattes. C'était comme vous et moi. La seule chose, c'est quoi ? C'est que c'est notre vision qui a changé. C'est notre conceptualisation qui a changé. Si on est capable de changer ça, donc ça veut dire qu'on peut changer notre manière de discuter avec les patients et voir la situation. Et là, rien qu'avec un changement de définition, d'un seul coup, on passe de 70% qui ne pouvaient pas comprendre, etc., à 32% qui ont un faible insight. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas, mais ça dépend sur quel axe de la maladie de conscience on va travailler. Maintenant, si on s'occupe du côté du patient, eh ben, il y a eu des mouvements dans les années 2000, et particulièrement cette Patricia De Ghen, qui est schizophrène, mais psychologue, et qui a été la première à commencer à faire une série de publications dans la revue Schizophrénia Bulletin. Vous savez, ici, il y a des scientifiques qui savent ce que ça veut dire, impact factor, le rang du papier dans lequel est. Schizophrénia Bulletin, c'est 9. D'accord ? Il faut se lever de bonne heure, hein, le psychiatre que je suis, pour pouvoir publier. Elle en a publié un paquet. Vous avez des livres, y compris en français, qui a été publié, Dialogue avec moi-même, c'est un patient schizophrène, qu'il a écrit, avec l'aide d'un collègue psychiatre. Donc vous avez, à partir de ces récits, des associations de patients
Et donc cette notion, nothing about us without us. Rien sur nous sans nous. Donc ça a donné quoi? C'est-à-dire que si vous voulez prendre une décision, il faut nous parler et qu'on prenne la décision ensemble. Et à partir de là, dans l'hôpital Henri Laborie, en psychiatrie, mais dans d'autres, eh ben, on a eu dans le directoire l'association des patients. Alors au début, ça a été compliqué. On ne peut pas tout dire devant un patient. Oui, mais le patient est stabilisé. On a eu des patients qui sont devenus des partenaires, il y a eu, etc. Donc vous voyez, c'est toute une modification de prise de décision qui doit s'entrer en rapport avec l'autre. Eh bien, l'idée donc est apparue, ce qu'on appelle l'idée de rétablissement. Hein. Dans le temps, on pensait qu'un patient schizophrène, c'est comme le cancer, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Eh bien, il y a un parcours de vie, les choses peuvent changer, et il y a la notion de rétablissement. La notion de rétablissement qui est apparue, c'est non pas je suis schizophrène, non, j'ai une pathologie qui s'appelle la schizophrénie. C'est pas la même chose. Je vais prendre appui sur mes valeurs personnelles, je vais dépasser les stigmatisations telles que je viens de vous le décrire au début, et je vais trouver un sentiment d'espoir, et je vais agir sur moi-même, sur mon environnement pour avancer. Je ne suis plus en attente que le médecin m'aide. Le médecin n'est qu'un partenaire parmi d'autres, ou le soignant. Eh bien, on a essayé d'appliquer ça à Poitiers, chez nous, dans le cadre d'une équipe de recherche CNRS que j'ai montée avec les psychologues de CERCA, avec le professeur Armand Chattard. Et nous avons pris une question complètement difficile, le suicide. Comment peut-on, pas prévenir c'est trop tard, mais prédire que quelqu'un va se suicider dans les mois à venir? Et c'est un papier qui est apparu dans Psychoscience, et chacun connaît la valeur scientifique de cette revue. On va le faire ensemble. Regardez. Vous avez un écran ici. Là, je vous présente des images. Ça, ici, c'est la vie, et là, c'est la mort. Au tac, vous me répondez. De quel côté vous mettez l'image? Si je dis un bébé de 2 mois, vous répondez la vie. Allez-y. Un bébé de 2 mois. Un bébé de 6 mois. Un homme de 25 ans. Jennifer Lopez. Une rose. Un homme de 85 ans. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous n'avez pas rigolé quand j'ai dit une rose? Parce qu'une rose, vous pouvez l'emmener au cimetière. Pourquoi vous n'avez pas rigolé quand j'ai dit un bébé de 2 mois? Parce qu'il peut faire la mort subite de nourrisson. Nous sommes gouvernés que par des hommes de 85 ans dans ce monde. Ben oui. Et vous voulez les mettre de côté de la mort. Et vous efforcez de le mettre de côté de la vie. Vous voyez un peu? Eh bien, c'est ce qu'on appelle IAT, c'est Implicit Association Test, c'est-à-dire 2 pensées qui s'attirent parce que vous pensez, mais vous ne pensez pas. C'est le cerveau qui nous impose une vision du monde. Et c'est à ça que je voudrais vous inviter de changer quand vous voulez prendre une décision avec un patient. Eh bien, cette idée-là, quand vous êtes en face des patients, eh bien, cette pensée que plus l'âge est élevé, plus il y a le risque de mort, c'est une pensée naturelle qui vous est mise dans la tête. Mais si vous étiez déprimé, eh bien, les choses seraient différentes. Et donc, regardez, on a fait là avec Nina Tello, avec les urgences de CHU de Poitiers, avec le professeur Olivier Mimos. Nina Tello, c'était la psychologue qui a fait sa thèse de sciences là-dessus. Et ici, vous voyez, on a pris un peu toute pathologie confondue. Voilà, il y a autant d'hommes que de femmes, etc. Et on a 2 groupes. Et donc, on a demandé à un psychiatre de dire est-ce que ce patient va se suicider ou pas quand il arrive aux urgences. Eh bien, le psychiatre se trompe 1 fois sur 2, 1 fois sur 3. Mais le patient ne se trompe pas avec ce test. Parce que vous voyez, on a une spécificité de 94%. C'est-à-dire que ces patients qui sont partis, on les a appelés, dans le
on les a appelés à 3 mois, à 6 mois et à 1 an. Ce que le test avait prévu, c'est survenu par la suite. Eh bien, dans ce cadre-là, on a obtenu par l'équipe, le CNRS nous a donné un budget important et on est en train de tenter de mettre en place un logiciel qui pourrait être sur les téléphones portables, etc., et qui pourrait prédire justement ce passage à l'acte suicidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous avez dit ce matin, c'est l'idée de l'intelligence artificielle qui pourrait vous aider avec le patient pour prendre une décision. C'est ça l'idée. Et donc, on a dit, c'est peut-être il y a un aspect culturel. Et ben, donc, on a obtenu aussi un budget grâce à l'Académie de médecine de Maroc, avec Hassan II, là, le temps d'Hassan II, c'était. On a obtenu un budget et donc on a envoyé notre thésarde, qui est une infirmière au Maroc, pour vérifier si cette hypothèse qu'on fait est dépendante de culture ou pas. Et donc, voilà l'aspect en arabe. Et puis, on est parti en Iran et on a fait la même chose en Iran. Eh bien, imaginez-vous qu'il n'y a aucune, vous regardez vous-même, le R, il n'y a pas de différence en termes statistiques, c'est-à-dire que la décision prise par un patient au moment de passage à l'acte suicidaire, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la culture, est toujours identique. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut l'appliquer cela pour ce test-là pour les autres. Autrement dit, lorsque vous êtes en face d'un patient pour choisir un traitement, il y a l'efficacité, tolérance, etc. Mais surtout, l'avis du patient, et cela dépend de son niveau de conscience tel que je viens de le décrire tout à l'heure. Et puis, avec Xavier Amadeur, que j'avais invité à Poitiers, ça date, vous avez vu, des années 2000. On a développé une technique de psychothérapie qui s'appelle LEP. C'est l'approche Listen, Empathic, Agree, Partner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il faut écouter. C'est compliqué, hein? Juste ce que je dis à mes collègues parfois. Enlevez le stéthoscope, posez le stéthoscope, et vous pouvez vous asseoir et écouter ce patient. C'est difficile parfois, mais voilà. Donc là, ce qui permet d'écouter les patients. Deuxièmement, c'est tenter de retarder, de donner votre avis. Votre avis ne compte pas, qu'en dernière minute, tant que possible. Ok, vous voulez mon avis, mais répondez-moi d'abord ce que vous en pensez. Je vous donnerai la réponse un peu plus tard. Et puis, quand vous voulez donner votre avis, vous vous excusez. Je m'excuse, je sais pas moi qui souffre de cette pathologie, mais je vais vous dire ce que je pense. Voyez? Et puis, particulièrement, il faut arriver à négocier avec le patient et trouver une solution. Alors, je vois, il n'y a pas de psychiatre ici, mais s'il y avait des psychiatres, il va me dire, oui, mais tu n'as pas vu quand le patient commence à s'énerver et qu'il commence à cogner, etc. Oui, d'abord, ça ne représente ces situations-là que 1% des 6% des pathologies les plus sévères en psychiatrie. Il y a plus de risques d'avoir un accident en traversant la rue qu'en ayant un accident dans un hôpital psychiatrique. La deuxième chose, c'est que souvent, quand on est devant une situation comme ça, ce que je dis à ces patients, dans ces situations-là, c'est qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Vous avez compris? Ça marche bien avec mon directeur. Mais on est d'accord ou pas d'accord? Oui, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. OK? Donc, ça veut dire que je ne me pose pas directement dans ces situations-là. Bon, je passe sur ça parce que c'est pour vous dire que lorsqu'on arrive à une situation de prise de décision soignant-soigné dans le cadre d'un partenariat éclairé, au niveau, je suis en psychiatrie, vous voyez, devant un patient selon son degré d'insight, on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Voilà l'équipe de recherche, je ne suis pas seul évidemment, voilà l'équipe de recherche dans laquelle j'ai pu développer l'ensemble de ce que je viens de vous dire. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur. Pour poursuivre, nous allons donc revenir dans le temps, revenir avant même la naissance, sur la question du diagnostic prénatal
avec le docteur Maryse Fiorenzagas, gynécologue et directrice de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, site Limousin. Merci Camille. Alors je précise que je me considère surtout maintenant obstétricienne. Voilà, je suis les deux, gynécologue obstétricienne, mais surtout obstétricienne. Et c'est à ce titre que je vais vous parler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Nathalie de cette collaboration fructueuse et à toute l'équipe de l'ERENA Poitiers pour ce partage que nous faisons tous les jours ensemble avec le Limousin. Donc je vais vous projeter cette fois-ci aux prémices de la vie. Et où il y a, vous devez vous en douter, aussi beaucoup de tensions éthiques et d'enjeux décisionnels. Tout d'abord, une petite vignette clinique. Monsieur et Madame P venaient tout joyeux passer la 2e échographie. Ils étaient préoccupés par la connaissance du sexe de leur futur enfant. Ils auraient voulu une fille. On leur annonça que c'était un garçon, et quelques instants après, on leur dit qu'il avait une malformation. Soudain, la terre s'est dérobée sous leurs pieds. Le temps s'est arrêté, le silence s'est installé, la pâleur a recouvert leur visage, leur pensée s'est inhibée. Ils n'y croyaient pas. Ce n'est pas possible, pas à nous. Voir grandir son enfant in utero est aujourd'hui devenu presque banal, l'échographie étant le rendez-vous incontournable du suivi de la grossesse. Auparavant, la grossesse était avant tout une aventure corporelle. Sensations nouvelles, transformation du corps, transformation sociale, menant le plus souvent à la naissance d'un enfant bien portant qui venait rejoindre une famille, une fratrie, s'inscrire dans une transmission transgénérationnelle. Il y avait bien des aléas douloureux, mais faisant partie du lot de vie. Ces 50 dernières années, la surveillance médicale de la grossesse a été révolutionnée grâce au développement des techniques d'imagerie et de biologie moléculaire. Le diagnostic prénatal, la médecine fœtale sont des médecines du soin, de l'accompagnement, mais sont de plus en plus appréhendées par certains professionnels, certains parents, comme une médecine prédictive. Intéressons-nous à la définition du diagnostic anténatal tel que vu en 1994 lors des premières lois de bioéthique. Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero, chez l'embryon ou le fœtus, une affection d'une particulière gravité. C'est cette définition qui a prévalu jusqu'à la 3e révision des lois de bioéthique en 2021. Elle a été modifiée car elle n'était plus en accord avec l'évolution des connaissances et la réalité des pratiques. Actuellement, je cite, « La médecine fœtale s'entend, vous voyez, on ne parle pas de diagnostic prénatal, la médecine fœtale s'entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d'imagerie, ayant pour but le diagnostic et l'évaluation pronostique, ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d'une affection d'une particulière gravité ou susceptible d'avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l'enfant à naître. » De nos jours, le diagnostic prénatal ne se limite pas à la réalisation d'échographies obstétricales. Il comprend des examens de dépistage proposés en population saine, tels que les bilans sanguins et urinaires réalisés tout au long de la grossesse, mais aussi des bilans plus spécifiques pour le dépistage, notamment de la trisomie 21, par des marqueurs sériques, ou des dépistages et diagnostics ciblés s'il y a des facteurs de risque familiaux, notamment génétiques, par l'usage de techniques de moins en moins invasives. Pour nous, moins en moins invasives, ça veut dire moins en moins dangereuses pour l'embryon, le fœtus et la mère, telle l'étude sur l'ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel, c'est-à-dire sans faire d'amniosynthèse, si vous voulez. Donc les objectifs médicaux du diagnostic prénatal, c'est toujours informer les parents, préparer une prise en charge médicale pour l'accueil d'un enfant présentant des vulnérabilités et permettre, dans certains cas, une interruption médicale de grossesse. Donc finalement, en quoi le diagnostic prénatal, progrès médical majeur, soulève-t-il des tensions éthiques et des dilemmes décisionnels pour les parents et les professionnels de santé? Eh bien, premièrement, parce qu'en diagnostic prénatal, la révélation se fait avant la découverte. La révélation, c'est l'image de l'embryon, du fœtus, en échographie 2D, 3D, en scanner osseux spiralé, en IRM, la formule chromosomique, la CGHRE, l'exome, le génome. C'est l'image du fœtus, mais ce n'est pas le fœtus. Le compte-rendu aussi souvent incompréhensible pour le profane, et des fois pour nous-mêmes obstétriciens, des résultats génétiques. La grossesse est vécue par de nombreux parents
comme un parcours, un chemin de grande randonnée, où derrière chaque arbre, chaque rocher, se cacherait un danger potentiel et pas totalement prévisible malgré les tests. Tel ce jeune couple, vu à l'occasion d'une échographie du premier trimestre, pour déclaration de grossesse, pas d'antécédents particuliers, conseils divers, proposition de dépistage de la trisomie 21, dès les premières images en mouvement sur l'écran, le futur père de dire « ça y est, j'ai peur ». Est-ce qu'il est normal ? Comment concilier ce formidable progrès que constitue le diagnostic prénatal et la médecine fœtale pour la santé des mères ? Je pense aux grossesses multiples, la prise en charge des grossesses multiples notamment, pour les pathologies maternelles, pour les soins, les traitements et l'accueil attendu dans une maternité adaptée d'enfants vulnérables pouvant présenter des malformations, des infections congénitales, avec par ailleurs la science qui avance plus vite que notre réflexion et cette idée du bon génome garant d'une vie de qualité. Comment cette tension éthique peut s'articuler avec d'une part ce qui est revendiqué par la plupart d'entre nous dans ce premier quart de siècle, l'autonomie des parents, dont vous avez beaucoup parlé ce matin, et notre devoir de non-malfaisance en tant que praticien du diagnostic prénatal et les risques de dérives normatives, sociétales et les pressions économiques et sociales. Alors les tensions éthiques, je vais en aborder quelques-unes avec vous. Elles sont multiples, mais en préambule, j'écarterai, je vous le dis tout de suite, la question du statut de l'embryon. Et je me baserai sur la réglementation en cours sur l'embryon, parce que selon que nous soyons physiologistes, juristes, croyants, nous aurions certainement des idées très différentes et nous pourrions en discuter longtemps sans trouver un accord. La première tension éthique, l'autonomie des parents face au savoir. Il est prévu par la loi de façon explicite que tous les tests de dépistage ou de diagnostic soient proposés aux parents. Ils ne seront réalisés que s'ils y consentent. Aussi, interrogeons la qualité de ce consentement. Le droit français et européen insiste sur le consentement éclairé. Est-il vraiment libre ? Lorsque le test est proposé de manière systématique, comme pour la trisomie 21, le refus devient l'exception qui doit se justifier. L'autonomie peut être biaisée par une pression normative, collective, sociétale, pas uniquement médicale d'ailleurs. Par ailleurs, le couple est souvent dans une situation de vulnérabilité émotionnelle, vous l'avez vu avec ma première vignette clinique. Une situation d'appréhension face à une potentielle anomalie, face à un doute, face à un risque. Leur décision dépend étroitement de la manière dont le sachant présente les statistiques, explique la maladie, le syndrome. C'est ce que nous appellerons un biais d'expert. Nous questionnions au début la nature éclairée du choix. Théoriquement, plus on sait, plus on est libre. Mais ce n'est pas toujours vrai en diagnostic prénatal. Face à des informations complexes, des incertitudes génétiques, des remaniements chromosomiques, des variants de signification inconnues, les parents peuvent se retrouver complètement perdus. L'excès d'informations techniques paralyse leur capacité de décision morale. Et puis il y a aussi cette fameuse injonction à l'autonomie décisionnelle. La responsabilisation forcée peut satisfaire, notamment pour le praticien, l'illusion du choix ou représenter ce que certains éthiciens appellent le fardeau de l'autonomie. Deuxième tension, le poids de la responsabilité. Donc ça fait suite pour les parents, mais aussi pour les acteurs du diagnostic prénatal. Quand le choix de donner la vie devient une décision sur la qualité de la vie acceptable ou non pour un futur enfant, un futur adulte dans notre société, selon quels critères ? Ceux des parents, leur représentation, la projection qu'ils ont d'un futur enfant, ceux des experts du CPDPN qui sont obstétriciens, qui sont généticiens, qui sont radiologues, échographistes, biologistes, ceux de la société. En interrogeant non pas les très beaux textes de loi que nos sénateurs et députés, et puis ceux qui les rédigent, savent rédiger effectivement sur le handicap, mais la réalité que vivent les parents au quotidien et dont ils me font part dans l'accompagnement de leur enfant et les difficultés. Donc la responsabilité parentale, les parents, ou plutôt la mère, se doivent de décider pour un être qui ne peut consentir. Cela constitue pour beaucoup de parents que nous rencontrons une responsabilité morale vis-à-vis de l'enfant à venir. C'est une responsabilité morale et non pas juridique, puisque une jurisprudence déjà un petit peu ancienne a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de préjudice de naissance pour un enfant vis-à-vis de ses parents. Mais c'est également
peut-être que je vous en informe, c'est une responsabilité aussi des praticiens du diagnostic prénatal par rapport au diagnostic de gravité. Si je devais vous interroger tous sur ce que vous considérez comme une particulière gravité, nous aurions des représentations et des avis très différents sur la particulière gravité. Alors la particulière gravité, elle a aussi quand même, il faut le dire, elle nous offre la possibilité d'avoir une part de subjectivité aussi, d'interroger le contexte dans lequel elle s'inscrit. Donc elle est quand même aussi intéressante. Donc il n'y a pas de liste de maladies pour laquelle la demande d'un couple serait recevable, et heureusement. Cependant, à partir du moment où on fait un dépistage en population saine de la trisomie 21, il est attendu que peut-être la naissance d'un enfant trisomique 21 n'est pas particulièrement attendue dans la société, bien que ces tests, il n'y a pas d'eugénisme d'État, parce que ces tests sont effectivement soumis au consentement, à l'information au consentement des parents. Donc l'analyse de la particulière gravité, nous, se fait au cas par cas, et devrait éviter une attitude discriminatoire pour les sujets atteints de certaines maladies, voilà, en tenant compte du contexte. Un avis déjà un petit peu ancien du CCNE, c'est l'avis 107, était un petit peu ambigu, puisqu'il nous dit que dans la mesure où la souffrance de l'enfant est étroitement liée au contexte relationnel, les centres de diagnostic prénatal répondent adéquatement à leur mission en s'interrogeant sur la souffrance des couples, voire celle de l'entourage familial, au moment de délivrer l'attestation de gravité qui permet l'interruption médicale de grossesse. Mais il nous dit aussi, bien qu'elles soient intimement liées l'une à l'autre, la souffrance attendue de l'enfant à naître et la souffrance du couple demandent à être dissociées sur un plan conceptuel. Troisième tension que j'ai notée, la gestion du doute au départ et la suspicion. L'échographie, même banale, est une étape du diagnostic prénatal où il va falloir remettre en doute la conformité du fœtus à un moment où se noue un lien étroit entre parents et fœtus. Israël Nizan, obstétricien, dit que le doute en diagnostic prénatal est la meilleure et la pire des choses. C'est grâce à lui que les diagnostics, même les plus difficiles, peuvent être posés. Cependant, son énoncé compromet la grossesse. L'échographiste raisonnable et compétent sait que le seul diagnostic qu'il ne pourra jamais faire est celui de la normalité. Dans sa tête, deux inquiétudes à gérer dans la tête de l'échographiste. L'interruption médicale de grossesse non justifiée et le pronostic de handicap non fait. De plus, sur les analyses génétiques, comme vous l'avais dit tout à l'heure, il faudra de plus en plus souvent gérer l'incertitude de variantes de signification inconnues, de fortes probabilités. C'est un petit peu complexe pour tout le monde, sans qu'on puisse prévoir le handicap réel d'un futur enfant. Or, quoi de plus dérangeant, voire indésirable, qu'un fœtus dont on doute? Ainsi, comme le dit Dominique Folscheid, philosophe, la technicisation de la vie n'est pas sans effet et le chemin est court entre vouloir un enfant et vouloir tel enfant. L'enfant désiré doit se révéler effectivement désirable, c'est-à-dire conforme à l'idéal transformé en projet, sans quoi il va devenir indésirable. Cet idéal de l'enfant, lié au fantasme des géniteurs, se transcrit dans le discours du droit à l'enfant. Cela devient le droit à tel enfant. La révélation d'une anomalie même minime va souvent entraîner un doute sur la ou les qualités du fœtus pouvant aboutir à un véritable avortement psychique parental. En échographie, tous les échographistes qui font de l'échographie obstétricale le savent, il y a des paroles ou des silences qui tuent, même si l'anomalie n'est pas confirmée. Le facteur temps est également un élément de tension. Le temps mal géré est un ennemi. Le temps des parents. Tout type d'annonce va briser l'image du bébé parfait attendu. Lorsque l'incertitude pronostique est là ou lorsque un diagnostic est établi, les parents ont besoin de temps pour réfléchir, même si souvent, sous le choc, sous la sidération de l'annonce, ils demandent que tout se précipite, que tout aille vite, voire que tout s'arrête, la douleur, la souffrance s'arrête, y compris la grossesse. Le temps de l'échographiste. Son planning quotidien, les autres patientes, les autres échographies difficiles, les tâches urgentes, l'anticipation qu'il doit avoir sur la situation actuelle où se mêle l'instant présent, le futur proche,
prévoir et coordonner les examens complémentaires, les avis spécialisés, la présentation du dossier au staff pluridisciplinaire, le temps de l'annonce, le temps de la sidération parentale, le temps de l'écoute, explication, information, consentement à signer. Il doit gérer le temps, ne rien oublier et anticiper qu'il faut un délai pour obtenir des résultats. Donc à ce moment-là, j'aimerais citer Emmanuel Lévinas, et je trouve que sa phrase vraiment dit bien ce que je veux vous faire passer. Quel est le lien entre les deux instants qui ont entre eux tout l'intervalle, tout l'abîme qui sépare le présent et la mort? Cette marge à la fois insignifiante, mais à la fois infinie, où il y a toujours assez de place pour l'espoir. Et puis finalement aussi, comme tension éthique, eh bien, il y a la société et le risque de l'eugénisme. Le diagnostic prénatal ne se limite pas à une avancée technique, un progrès en santé. Il constitue un révélateur puissant des tensions qui traversent nos sociétés, entre volonté de protection collective, rationalisation des coûts en santé et redéfinition silencieuse et progressive des normes du vivant par une donnée éminemment subjective, ce qui est vivable et ce qui ne l'est pas dans notre société. Donc trois éléments de réflexion, 3 pistes de réflexion. Le diagnostic prénatal est-il devenu une routine qui empêche la réflexion préalable? Je parle ici de la routine des examens de dépistage proposés en population saine. Je ne parle pas des diagnostics prénataux qui sont destinés à des familles marquées par des maladies génétiques, des malformations congénitales. Autre élément, la vision du handicap. Il faut bien en parler. Quelle place pour l'altérité dans une société qui cherche à éliminer l'aléa et surtout qui ne se donne pas les moyens de ses textes de loi? Je pense à la loi sur le handicap de 2005. La décision parentale est-elle pleinement libre si le discours médical est fortement orienté, si le handicap est socialement marginalisé, si la société offre peu de soutien aux familles concernées? Le DPN est un outil de prévention en santé publique visant à améliorer la santé des femmes et des enfants, et c'est d'ailleurs dans ce chapitre de prévention du Code de santé publique que le texte de loi concernant le DPN s'inscrit. Mais c'est également un enjeu économique et social en diminuant le nombre de naissances d'enfants présentant des vulnérabilités. À la question de la normalité, on pourra dire qu'est-ce que la norme ? Notre société, vous le savez, valorise quand même la performance. Et la biologie et la médecine se sont engouffrées un petit peu dans cette idée de norme qui nous vient de notre industrialisation, donc d'il y a 2 siècles. La biologie et la médecine associent depuis longtemps l'état de santé normal comme opposé à l'état pathologique. Aujourd'hui, la maladie est considérée comme hors norme. Notre définition de l'état normal est souvent associée à nos représentations du corps idéal, qui peut être différent selon les époques et selon les modes, justifiant par le fait même certaines interventions, par exemple le redressement des dents, la chirurgie esthétique, la médecine anti-âge. Donc plusieurs facteurs sont associés à cette norme de santé. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on accorde de plus en plus de place aux facteurs génétiques, suprématie du gène et du génome. Cette vision normative de l'état de santé devient une valeur universelle à laquelle on doit se conformer sous peine de mise à l'écart. C'est dans cette logique que les tests génétiques gagnent en popularité, qu'une pression à peine cachée s'exerce sur les dépistages et le diagnostic prénatal et demande l'élargissement des recommandations de ces tests. Notamment beaucoup de sociétés savantes spécialisées pour le diagnostic prénatal et la génétique demandent en population d'élargir les tests génétiques. 3e élément de réflexion, et non des moindres, le coût sociétal de la vulnérabilité. Donc le diagnostic prénatal, j'en arrive un petit peu vers ma conclusion, nous place au cœur d'un paradoxe éthique majeur. Si la technique offre une liberté de savoir sans précédent et chaque jour plus grande en regard des avancées de nos connaissances, elle impose en retour une responsabilité inédite, parfois écrasante sur les épaules des parents et des praticiens de santé. Nous avons vu que l'autonomie, loin d'être une simple signature sur un formulaire de consentement, est une construction fragile, sans cesse menacée par la pression de la norme et l'incertitude médicale qui demeure, malgré tous les progrès réalisés. Au-delà du colloque médecins, sages-femmes, parents, le diagnostic prénatal nous pose une question politique et civilisationnelle.
Quelle place notre société réserve-t-elle à la fragilité et à l'altérité ? Aujourd'hui, on peut craindre d'ailleurs que la liberté de ne pas savoir ou la liberté de poursuivre une grossesse malgré un diagnostic de gravité ou un diagnostic de handicap ne devienne un acte de résistance ou qu'il soit reproché à ses parents leur inconséquence par rapport à leur enfant ou par rapport au coût pour la société alors qu'ils auraient pu savoir. Nous entrons dans l'ère d'une médecine à deux vitesses. D'un côté, les avancées de la recherche, de la génétique et de l'industrie pharmaceutique nous offrent des thérapies géniques porteuses d'un immense espoir pour nos bébés, nos enfants atteints de maladies génétiques. Mais les prix fixés et par une logique de marché et de brevets atteignent des sommets vertigineux, se chiffrant parfois en millions d'euros par patient. De l'autre, l'accompagnement digne du handicap au quotidien demande des investissements massifs en moyens humains, matériels, adaptation de l'environnement, souvent perçus comme des coûts, des charges pour notre système de santé basé sur la solidarité nationale. Le danger éthique est là, que la collectivité, par souci d'économie, finisse par percevoir la naissance d'un enfant avec un handicap comme une charge évitable. Si notre système de solidarité nationale commence à calculer la rentabilité de l'existence, c'est le fondement même de notre contrat social qui s'effondre. Donc l'éthique de demain doit garantir que la puissance de l'innovation et le coût de l'accompagnement de la vulnérabilité ne soient pas des facteurs d'exclusion. Le diagnostic prénatal, en cela, illustre parfaitement ces enjeux décisionnels dans l'orientation des lois de bioéthique et illustre également cette tension fondamentale de notre modernité. Donc il ne s'agit pas pour moi de se positionner pour ou contre le progrès scientifique. Je suis un médecin du diagnostic prénatal. Il s'agit de reconnaître que le diagnostic prénatal transforme en profondeur notre rapport à la liberté, qui n'est plus seulement une absence de contrainte, mais c'est une décision qui est habitée par l'incertitude, transforme notre rapport à la norme, qui ne doit jamais devenir une injonction à la performance biologique, et transforme en profondeur notre rapport à la fraternité, qui se mesure à notre refus de laisser un couple seul face à un diagnostic ou seul face au coût de l'accompagnement de son enfant. Dans un monde où la science souhaite rendre tout ou presque prévisible, saurons-nous préserver une place pour l'accueil de l'inattendu? Saurons-nous transformer la puissance de nos outils en une véritable éthique de la relation? N'oublions jamais que la technique peut détecter une pathologie, mais elle ne peut pas définir une vie. Comme l'écrit si justement le psychanalyste Fethi Benslama, car il ne suffit pas de faire naître pour mettre au monde. Mettre au monde, c'est précisément ce geste éthique qui consiste à accueillir l'autre sans condition, dans sa singularité absolue. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Pour la prise de parole suivante, on va avancer de nouveau dans le temps, on fait un petit peu des bonds depuis tout à l'heure, et arriver vers un âge plus avancé que l'âge avant la naissance, puisqu'on va parler de la décision ou non d'entrer en EHPAD avec Edwige Barbier, psychologue clinicienne formée à la neuropsychologie, présidente du comité éthique des établissements de santé Confolens, Oregon, Ruffec et La Rochefoucauld. Alors, bonjour, vous m'entendez, c'est bon? Alors tout d'abord, je remercie effectivement Nathalie Nars ainsi que le professeur Gilles pour toute la confiance réitérée sur les travaux faits auprès du comité éthique, le CESCOR. Donc on va parler de cette décision, effectivement, aller ou non en EHPAD. Hein. Et donc pour cela, d'abord, je vais vous faire part de retour d'expérience, effectivement, mais aussi en fait d'un focus group qui a été réalisé récemment, hein, en mars 2026, auprès des membres actifs du comité éthique, le CESCOR. Hein, ce comité est créé depuis 2011, j'en ai la présidence depuis 2019, et effectivement, il regroupe 3 centres hospitaliers publics de Charente, Confolens, Ruffec, La Rochefoucauld, une clinique privée de la Vienne et 7 EHPAD. Et donc, je remercie aussi l'ensemble des professionnels qui contribuent aux réflexions en interne au sein de ce comité.
Alors, l'entrée en EHPAD constitue un moment sensible du parcours de vie des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap vieillissante, car il ne faut pas non plus les oublier. Souvent vécue comme une rupture autobiographique ou biographique, la décision d'entrer en EHPAD ou non mobilise des enjeux juridiques, éthiques, cliniques, familiaux et institutionnels. Des tensions éthiques, source d'incompréhension tant pour les futurs habitants des EHPAD, leurs proches et les équipes d'accompagnement de la vie quotidienne peuvent apparaître. Autonomie versus sécurité, consentement versus protection, vie dans un habitat propre au sein d'une cité ou vie en collectivité. Aller en EHPAD suppose l'idée d'une direction, un mouvement vers, une trajectoire pouvant s'avérer plus ou moins sinueuse. Il s'agit donc d'un cheminement, d'un processus où le revirement reste encore et toujours possible. Aller ou non en EHPAD requiert aussi un questionnement autour de la possibilité d'aller et venir en EHPAD et donc d'envisager aussi la question de la sortie, autrement dit le retour à un domicile, comme une possibilité qui exige de la part des professionnels, des proches et des représentants légaux de tout mettre en œuvre en ce sens, puisqu'en effet l'EHPAD n'est pas un lieu de soins sans consentement, comme le pourrait l'être un centre hospitalier de santé mentale. Si la loi est claire concernant la nécessité du recueil du consentement éclairé de la personne pour aller en établissement médico-social, alors pourquoi parler de décision tangente ? Puisqu'il s'agit d'aborder une période de la vie. Une décision tangente, c'est ce qui va représenter effectivement une délibération à la marge, effectivement, où il y a effectivement des décisions entre l'urgence qui vont croiser la question de la vulnérabilité, des conflits de valeurs, mais aussi des temporalités de chacun, autrement dit à la croisée de nombreux dilemmes éthiques. Notre réflexion s'articulera autour de 4 axes. Le cadre juridique, du libre choix et des limites sur le terrain, les tensions éthiques liées au consentement, à la vulnérabilité, aux troubles cognitifs, l'influence des dynamiques familiales et institutionnelles sur la décision, le rôle des professionnels et des espaces de réflexion éthique pour transformer ce moment tangent en moment peut-être, effectivement, en tout cas, plus acceptable. Alors, ainsi, nous nous référons au cadre juridique strict. Aller en EHPAD ou non ne devrait pas en soi constituer une décision complexe. En effet, le droit français, selon l'article 459-2 du Code civil, affirme avec conviction que la liberté, effectivement, est celle de choisir son lieu de vie, de résidence, y compris pour les personnes sous mesure de protection juridique, tutelle, curatelle. L'article 457-1 précise que la personne protégée doit recevoir toutes les informations nécessaires pour comprendre sa situation et les conséquences de ses choix, incluant donc les refus. Le juge n'intervient qu'en cas d'impossibilité médicale avérée. Ainsi, ni la dépendance ni le handicap ne peuvent en principe venir limiter la liberté des choix. Ce principe juridique fait écho au concept d'autonomie kantienne qui stipule que l'individu a la capacité à se donner sa propre loi morale. Il s'autodétermine, contrairement au principe d'hétéronomie. Mais quid de la réalité de terrain ? Qui n'a jamais entendu cette personne orientée en EHPAD déclarer « Je ne veux pas être là, je veux rester chez moi », venant titiller la question du consentement ou tout du moins du droit de la personne au cheminement. En effet, les observations de terrain montrent que ce cadre juridique se heurte à des réalités beaucoup plus complexes et induit des choix imposés. Ne sommes-nous pas nombreux à entrepercevoir cette souffrance humaine, celle d'une orientation en EHPAD déboussolée, orientation liée au renoncement par crainte d'être un fardeau pour ses proches, et ou fomentée par l'agisme sociétal. Et ces personnes ingrata, entre guillemets, bien sûr, qui ne trouvent de place nulle part autre qu'en EHPAD, malgré leur jeune âge, syndrome de Korsakoff, et qui ne cessent de dire qu'elles n'ont pas leur place ici parmi les aînés. Souffrances existentielles qui sont dans ce décalage identitaire, identificatoire, peut conduire à des comportements d'autodestruction. Certains facteurs non juridiques viennent contrebalancer la décision du primat de l'autonomie décisionnelle. Il s'agit par exemple de l'épuisement des parents, de personnes en situation de handicap vivant jusqu'alors au domicile, ou l'épuisement des aidants, mais aussi leur vieillissement, de l'impossibilité d'assurer un maintien à domicile sécurisé, impossibilité d'organiser des aides, manque de professionnels
isolement, risque de chute, des coûts élevés du maintien à domicile par rapport à l'EHPAD, garde malade de nuit, et il faut penser quand même aussi au remplacement, de la pression hospitalière. Alors, le PPSD ou bed blockers, comme on a souvent l'habitude d'en parler, et la nécessité de libérer les lits. Mais aussi ne pas oublier quand même les effets de la T2A et la durée moyenne de séjour qui incite à orienter parfois et souvent peut-être trop rapidement les personnes vers l'EHPAD. Dans ces situations, l'éthique du survivant, préserver les proches, et éviter l'épuisement, peut venir influencer fortement les décisions. Dans ce contexte, les professionnels et les familles tergiversent entre la volonté de respecter l'autonomie de la personne, la volonté, voire la nécessité de protéger, et la question des limites humaines, épuisement, sentiment d'incompétence, peur de ne pas être à la hauteur d'accueillir un malade en fin de vie à la maison, matériel et institutionnel. L'entrée ou non en EHPAD requiert en préalable un éclairage autour des concepts du libre choix, du consentement, de l'assentiment, de l'acceptation et aussi de la résignation. Si le libre choix suppose l'existence de plusieurs alternatives réelles et donc un libre arbitrage entre plusieurs propositions, par exemple, étudier la question du maintien à domicile, pouvoir visiter plusieurs EHPAD et pas une seule, évoquer la famille d'accueil aussi. Le consentement renvoie quant à lui à l'adhésion à une proposition, souvent celle de l'institutionnalisation. Paradoxalement, la famille, les soignants posent rarement la question du consentir à rester chez soi. L'acceptation peut être une forme de compromis. La résignation, enfin, est l'adhésion forcée obtenue sous différentes pressions volontaires ou implicites et de nature affective, institutionnelle, voire parfois aussi sociétale, l'agisme. Sur le terrain, des confusions existent entre notions de libre choix et consentement. Si le libre choix existe en droit, il est souvent entravé. En effet, la décision d'aller en EHPAD n'est pas toujours un choix conscientisé et s'apparente davantage à un choix imposé. Aller ou non en EHPAD requiert l'obligation de la recherche du consentement éclairé de la personne. Si le consentement éclairé correspond à l'action de donner son accord à quelque chose, à une action, un projet, il s'apparente à un acquiescement, une approbation. Le consentement éclairé correspond quant à lui à l'accord que donne une personne majeure et lucide lorsqu'elle a clairement informé des conditions et des conséquences possibles de son entrée en EHPAD. Cela suppose un temps de dialogue, d'information, un délai de réflexion et pourquoi pas de rétraction. À nouveau, si le droit est clair, certaines situations cliniques nous invitent, faute de consentement éclairé, à rechercher l'assentiment de la personne, notamment dans le cas de troubles du jugement, des maladies neuroévolutives, psychiatriques, des personnes dyscommunicantes. Alors, comment recueillir ce consentement ? Les troubles cognitifs viennent effectivement complexifier le recueil du consentement et son évaluation, mais ils n'annulent pas la capacité à exprimer une volonté. Importance de la présomption des capacités, de l'autonomie décisionnelle. Il nécessite par contre une approche basée sur l'observation des réactions, la prise en compte des volontés antérieures, la recherche de l'assentiment, y compris non verbal. L'assentiment désigne alors l'expression d'un accord, une adhésion, effectivement, une acceptation, mais sans la pleine capacité juridique ou cognitive nécessaire pour donner un consentement éclairé. L'assentiment est fondamental lorsque la personne n'a plus la capacité de consentir pleinement, mais peut encore exprimer une préférence, un refus. À défaut, l'obtention d'un consentement, il peut y avoir un échange avec la personne de confiance, qui se doit être le témoin de la parole de la personne vulnérable. Tenir compte de l'assentiment permet de respecter la subjectivité de la personne vulnérable, de lui reconnaître des capacités résiduelles, à participer, à faire des choix, à lutter contre le risque de chosification. C'est aussi une manière d'insuffler l'éthique du care, attention, responsabilité, réciprocité dans les pratiques professionnelles. L'influence des dynamiques familiales sur la décision est un facteur effectivement qui va parfois émerger. L'entrée en EHPAD ou non agit comme un révélateur des tensions, notamment effectivement des éléments de conflit de loyauté, des inversions de rôles sont présents et comme dans un psychodrame, ils viennent s'actualiser sur le devant de la scène au moment où une décision doit se prendre.
S'observent alors des conflits entre conjoints et enfants, au sein de la fratrie, des désaccords sur les aspects financiers, des menaces, des prises de mise sous tutelle, des pressions sur la personne de confiance, des familles agressives envers les équipes, une parentification des rôles. Ce psychodrame s'inscrit dans des temporalités différentes, celle de la famille, culpabilité, conflit, éloignement géographique, la temporalité psychique aussi de la personne âgée, qui est des fois moins flexible, la temporalité administrative, nécessité de remplir les lits, la santé financière de l'établissement, mais parfois aussi la temporalité du secteur sanitaire, lit d'aval en attente aux urgences, des MS, et donc de la justice aussi sociale. Tenir compte du rythme psychique de chacun peut paraître comme une nécessité, car ces temporalités ne s'accordent pas. La décision d'aller ou non en EHPAD peut s'inscrire dans une violence des actes, des mots, du mensonge. Ne t'inquiète pas, tu resteras ici juste pour l'hiver. Quid de l'inscription dans la durée, voire du non-dit. Cette décision peut s'apparenter alors à un passage à l'acte, une forme de discontinuité psychique. Le risque encouru de cette disharmonie, des synchronisations temporelles, est celle du vide où la pensée fait effraction, trauma. La personne âgée peut alors se sentir dépossédée, persécutée, infantilisée, ou au contraire abandonnée et éprouver un sentiment d'injustice, de colère, d'indignation, et dans ce contexte vouloir se laisser mourir. De cette cacophonie temporelle, un risque de réification peut alors émerger, accentué par la représentation symbolique de l'EHPAD, ce lieu de vieillesse, de maladie, de mouroir, d'ennui, de mort, de la dernière demeure. L'entrée en EHPAD requiert la pensée en parallèle des limites du domicile et des institutions. Michel Blier, sociologue, membre du comité éthique, ne cesse de nous le rappeler, l'importance de mettre au travail la question des limites, tant celle du domicile que des EHPAD. La question des limites, c'est aussi est-ce qu'on est en capacité d'accueillir des personnes âgées vieillissantes en EHPAD? Est-ce qu'il y a assez de ponts entre la gériatrie et le secteur médical du handicap? Comme les professionnels peuvent en témoigner, le domicile n'est pas un espace sans limite, borderline. Que faire de ces logements inadaptés, insalubres, des personnes présentant un syndrome de Diogène, de ces inégalités territoriales concernant la présence-absence d'aide à domicile, de la précarité sociale et des situations d'isolement extrême où les structures d'aide se désengagent? Mourir seul chez soi en bonne santé est déjà complexe, mais s'apparente davantage à une mission impossible lorsque la maladie fait le lit de la situation. Refus intervention d'HAD dans certaines régions rurales, par exemple. Sur le plan éthique et philosophique, l'entrée ou non en EHPAD vient mettre parfois en tension le principe d'autonomie. L'entrée en EHPAD confronte l'autonomie à ses différentes facettes. Ainsi, si selon Emmanuel Kant, l'individu est seul à pouvoir se donner à soi-même sa propre loi morale, savoir ce qui est bon pour soi, la personne âgée, y compris avec troubles cognitifs et ses anosognosies, peut donc bien vouloir rester chez elle et mettre sa vie en danger. Je préfère mourir à la maison, quitte à chuter, plutôt qu'aller en EHPAD, où je me laisserai mourir d'emblée. Il est aussi important de reconnaître à la personne le droit au risque, le droit de se tromper. Si pour Paul Ricoeur, l'autonomie est fragile et justifie que la décision prenne en compte la personne dans sa vulnérabilité, les éthiques du care considèrent plutôt l'autonomie comme un processus relationnel et qui, à l'effigie de la métaphore du visage de Lévinas, nous engage dans un appel à la responsabilité d'autrui. Alors, selon ces deux dernières visions de l'autonomie, notre responsabilité peut nous autoriser à regarder la situation citée ci-dessous comme sous l'angle du dilemme autonomie versus protection, et venir légitimer l'idée d'accompagner la personne âgée vers une institutionnalisation, comme une décision juste et acceptable éthiquement. Alors, entre l'éthique de la sollicitude et celle du respect de l'autonomie, je veux mourir chez moi, je n'irai jamais en EHPAD. Comment concilier ces différents antagonismes? Alors, je crois qu'il faut que je fasse diffuser un petit peu. Je ne sais plus où j'en suis dans les diapos, je m'excuse sur les diapos. Voilà. Donc, déjà, la première chose importante, effectivement, pour essayer de concilier ces différents points de vue, c'est de respecter, déjà d'identifier que la situation est complexe. Effectivement, pourquoi elle est complexe? Parce qu'on est tous différents
Il y a une notion, effectivement, où chaque trajectoire de vie est singulière. Il ne peut pas y avoir de réponse simple, unique. Et une décision éthique doit s'intégrer sur l'ensemble des dimensions, effectivement, que ce soit les facteurs sociaux, médicaux, psychologiques, familiaux, économiques. Ensuite, une partie importante est bien sûr la prise en compte de la parole elle-même de la personne, même lorsqu'elle est fragilisée, de se rappeler à notre conscience morale que même en situation de troubles cognitifs, y compris sévères, la personne conserve une sensibilité et des préférences. Choisir ses meubles de sa chambre, vue sur cours, des repères, une histoire. Elle ne naît pas en arrivant à l'EHPAD. Elle est le reflet d'une historicité antérieure qu'il nous faut accueillir, recueillir, en soutenant son expression. L'importance aussi d'associer les proches dans une dynamique de codécision. La famille, elle a aussi son vécu, sa souffrance, des tensions, loyauté, culpabilité, souci de protection, respect de l'autonomie. Reconnaître leur rôle et leur connaissance intime de la personne constitue une aide pour les équipes de soignants, plus qu'une rivalité, et permet une meilleure adaptation de la personne accueillie. L'importance aussi de mobiliser une évaluation pluridisciplinaire. Personne ne peut effectivement décider, comprendre tous les enjeux, les angles de vue, et la pluridisciplinarité, voire l'interdisciplinarité est fondamentale, effectivement. L'importance de reconnaître aussi les contraintes, les limites, les ressources, les défauts d'alternatives sur le territoire, mais aussi quand même d'en discuter avec la personne âgée pour qu'elle comprenne pourquoi finalement elle ira en EHPAD. C'est parce que peut-être qu'effectivement il n'y a pas assez d'aide à la maison, qu'il n'y a pas d'intervention, qu'il y a des épuisements, mais si on ne lui dit pas, c'est quelque chose qui ne va pas l'aider à cheminer dans une décision qui parfois s'impose à elle. Une décision éthique respectueuse de la dignité de la personne se construit dans le temps, par des échanges répétés, des ajustements. Il y a des essais, des erreurs, des réévaluations. La temporalité est un élément vraiment fondamental, on a déjà parlé tout à l'heure, respectueuse du cheminement de la personne. Rappelons à notre conscience morale que, effectivement, il est urgent d'attendre. Ça, c'est un adage que j'aime beaucoup. Parmi les autres pistes de réflexion éthique pour l'entrée ou non en EHPAD, il y a aussi celle de transformer la rupture en transition, en travaillant les visites de préadmission. Et comme le présuppose la notion de libre choix, la nécessité finalement d'offrir aussi une panoplie de choix. C'est ce que je dis, pas une seule EHPAD. Et combien de fois quand même, parfois, on va présenter une EHPAD et puis il faut se décider juste après. On ne laisse même pas le temps à la personne de se rétracter finalement, de penser non je veux ou je veux pas effectivement. Par contre, il y a des expériences de terrain effectivement où justement est réfléchi et pensé aussi des temps d'adaptation sous différentes formes. Certaines EHPAD ouvrent leurs portes sur l'extérieur et peuvent accueillir sur des demi-journées, un repas, une activité, un partage d'activités, des personnes qui ne sont pas encore en EHPAD. Et ça leur permet de se familiariser, de pouvoir se projeter peut-être un jour, au cas où. Donc c'est le rôle des tiers-lieux, cette ouverture intergénérationnelle aussi, qui va favoriser parfois l'appropriation de l'EHPAD. Il est aussi important d'aller effectivement à la rencontre des équipes et de maintenir la continuité des repères identitaires entre l'avant et l'après-admission en EHPAD. Résider, habiter en EHPAD suppose un changement. Et selon la philosophie existentialiste heideggerienne, habiter ce nouveau lieu comporterait une dimension existentielle fondamentale. L'EHPAD n'est pas seulement un lieu de soins, c'est un lieu aussi existentiel, à part entière. Une autre exigence éthique semble nécessaire, celle de ne pas mentir et présenter l'EHPAD en tant que chez soi, mais bien comme chez soi. Il y a une petite différence. Recréons une ère d'illusion possible chère à Winnicott, ère transitionnelle où le « je », J-E-U-je, J-E, peut enfin advenir. Cet espace permet de mettre à l'œuvre la transition, le changement, la séparation d'un avant-après entrée en EHPAD et constitue un élément facilitateur du chemin de deuil. Il est aussi important de penser pour agir ensemble le plus juste possible, à travers des temps de synthèse. On ne peut qu'encourager ces temps, se poser, de transmission quotidienne, mais aussi des espaces éthiques. Le temps de réflexion éthique en institution
tant du côté du sanitaire que du médico-social, avec dans l'idéal une articulation commune entre ces deux modes de fonctionnement. Ça peut être des cafés éthiques qui invitent les deux types effectivement de professionnels, un côté sanitaire, côté médico-social, des journées éthiques, jouent un rôle déterminant dans les décisions complexes. Ils permettent de penser, de partager les responsabilités, d'harmoniser les pratiques, et à condition que le dissensus puisse se dire. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas effectivement d'accepter à chaque fois ce qui est validé. Il faut aussi pouvoir aller chercher ceux qui ne sont pas d'accord. Et puis après, ils se rallient éventuellement à une décision qui est prise en collégialité. Mais aller chercher le dissensus, c'est quelque chose de toujours important. Ces espaces de réflexion n'ont pas forcément besoin d'être coûteux en temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais ils se doivent d'être efficaces et maintenir une posture du doute. Cette angoisse existentielle, autrement dit, venir garantir l'essence même des fonctionnements de l'éthique. Ainsi, ces espaces peuvent permettre de métaboliser, à l'effigie de la fonction alpha de Bion, l'angoisse du doute éthique et venir transformer des décisions tangentes en réflexion collective et donc en décisions plus adaptées, justes et respectueuses de la personne accueillie ou non en EHPAD. En vous remerciant. Merci Madame Barbier. Et pour terminer, clôturer ce temps de réflexion, maintenant Madame Brigitte Sury, cadre supérieur de santé, membre du comité exécutif de l'ERENA Poitou-Charentes, qui va aborder la question bientraitance et décision individualisée dans les institutions. Madame le professeur Nasr, Madame la directrice du site Pictou-Charentais de l'ERENA, Monsieur le professeur Gilles, Docteur Azif Thomas, Monsieur le Président, chers Camille et Théo, Mesdames et Messieurs. Au cours de cette communication, nous allons nous attacher à conjoindre bientraitance et règlement intérieur ou de fonctionnement afin d'envisager ensemble les enjeux pour des décisions individualisées. Nous mesurons que l'entrée en EHPAD signe souvent une rupture importante dans la vie des personnes accueillies et afin d'organiser au mieux la vie collective et d'assurer une forme de sécurité pour tous, chaque établissement s'appuie sur un règlement intérieur qui va fixer ses règles de vie communes. Toutefois, nous allons nous interroger, la mise en œuvre de ce règlement peut-elle entrer en tension avec toutes les dimensions de la bientraitance? En effet, nous percevons tous que les enjeux éthiques sont multiples en EHPAD et ne se situent-ils pas souvent aux confins des attentes légitimes des résidents et de leurs proches, d'une organisation aussi qui facilite tant la vie en communauté qu'individualité et accompagnement personnalisé, et puis des capacités et des possibilités aussi des établissements en termes de compétences, d'effectifs, d'adaptation. Et ainsi, les questionnements foisonnent. Comment concilier besoins institutionnels et démarches respectueuses de la singularité de chaque personne âgée? Comment accompagner les professionnels confrontés à des dilemmes? Comment développer une culture de la bientraitance, du questionnement éthique, associant singularité et modalité de la vie collective? Ainsi, nous vous proposons tout d'abord une approche de la bientraitance, puis du règlement intérieur en EHPAD, et enfin, nous conjoindrons bientraitance et règlement autour des enjeux éthiques pour des décisions individualisées. La démarche de bientraitance au sein d'un EHPAD a pour objectif l'amélioration de la qualité de soins et de vie de tous, les résidents, les familles, mais aussi le personnel. Nous nous appuyons sur le législateur. Elle est le fruit également, cette bientraitance, d'une réflexion qui est menée ensemble et qui vise à faire converger les convictions de chacun vers une conception commune de la bientraitance au sein de chaque établissement et avec les moyens qui sont les siens.
La bientraitance devient une culture du soin qui vise à promouvoir le respect de la liberté et des droits de la personne soignée, la prise en compte également de ses besoins et de ses attentes, tout en maintenant la vigilance quant au risque de maltraitance. Elle est une action collective, la bientraitance, qui implique différents acteurs qui vont interagir en confiance. Quelque chose d'important, cela a été dit. La bientraitance et la qualité des soins sont également indissociables et ce sont les piliers de la qualité d'un établissement. Et la bientraitance s'insère également dans une démarche éthique et nous allons le développer. La HAS stipule également qu'il s'agit d'une démarche globale pour la prise en charge du patient, du résident, de l'usager, le respect également des droits et des libertés, l'écoute des besoins, tout en prévenant la maltraitance. Cette démarche globale met en exergue le rôle et les interactions entre différents acteurs que sont le professionnel, l'institution, le patient et ses proches. Et la bientraitance nécessite un questionnement tant individuel que collectif des acteurs. Alors la bientraitance, elle se déploie dans ce lieu de soins et de vie que sont les EHPAD, avec l'intention toute particulière de favoriser l'expression, les choix du résident, une participation également à la vie de l'établissement autant que possible, de respecter également les habitudes de vie, l'histoire, la dignité, la singularité de chacun, de promouvoir également le lien familial et social avec tous les enjeux des visites, et nous nous référons aux travaux de monsieur le professeur Gilles notamment, et de prodiguer également un accompagnement, des soins personnalisés et une pratique nourrie par une réflexion éthique permanente. Au sein des établissements, et nous arrivons à la deuxième partie de cette intervention, les professionnels prennent également appui sur ce règlement intérieur ou de fonctionnement qui constitue un document obligatoire qui fixe les règles de vie communes dans l'établissement. Ce règlement précise l'organisation des soins et des activités, les différents horaires, les conditions du respect de la vie privée, les règles de sécurité et d'hygiène, les droits et les devoirs des résidents, et il concerne tous les résidents, les familles et également les professionnels. Ce règlement intérieur a pour objectif de transmettre des informations, d'assurer une égalité des traitements et de la sécurité, de prévenir également d'éventuels conflits et de répondre aux exigences législatives auxquelles sont soumis les établissements, exigences émanant notamment de la HAS, du Code de l'action sociale et des familles. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un outil de bienfaisance et non d'une contrainte, protégeant ainsi le résident et en lui garantissant un cadre stable. Mais alors, comment concilier ce règlement intérieur pour une qualité de vie collective, mais aussi en prenant en compte des décisions individualisées? Quels sont les principaux enjeux éthiques que nous pouvons rencontrer? Et je vous propose la troisième et dernière partie de cette intervention. Au préalable, nous vous proposons une approche de l'éthique. L'éthique, nous le savons, elle peut se décliner comme une forme d'intranquillité, une interrogation, une inquiétude, du grec inquieta, c'est-à-dire l'esprit jamais au repos, face à toute personne en situation de vulnérabilité, de décision imminente grave. Elle est conviée le plus souvent au cœur de la tragédie, et elle est une confrontation à la complexité, à l'accompagnement, et souvent à la fin de vie. L'éthique, c'est aussi en quelque sorte accepter de se faire interpeller et d'interroger les situations de soins. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin, mais de prendre soin de l'autre qui m'oblige, comme l'indique Emmanuel Lévinas, reconnaître également l'humanité dans la personne d'autrui comme moi-même, selon Emmanuel Kant, et elle est aussi une analyse pas à pas
et la visée d'une vie bonne pour nous-mêmes et pour les autres dans des institutions justes, selon Paul Ricoeur. L'éthique, elle convie également la responsabilité de l'autre, l'autre qui va m'obliger. L'éthique permet ainsi d'élever le soin. Elle est la capacité à donner du sens. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important pour les soignants. Ce soin peut même constituer une sorte de nourriture affective, une perfusion de présence. Le soin devient alors une culture, une œuvre en pensée, conviant les valeurs, et il est une réelle rencontre d'humanité. L'éthique, elle se déploie en adéquation avec les principes, le respect de la dignité, nous savons tous qu'elle est ontologique, intrinsèque à l'être humain. Toutefois, il existe une forme de fragilité de ce concept. Même si la dignité est immanente, la perception de la personne peut être différente. La dignité peut être menacée par le sentiment que la personne en a, indique Éric Fiat. Elle s'appuie sur l'éthique, sur le principe d'autonomie. Cela a été évoqué beaucoup depuis ce matin. Elle répond au fait de pouvoir gouverner sa vie, de prendre soi-même autant que possible des décisions, mais dans le cadre d'un dialogue singulier avec notamment l'équipe médicale, en ayant connaissance d'éventuelles conséquences des décisions. Et cela relève du respect de la personne, de sa singularité, de la notion de liberté en termes de choix. Et nous savons qu'elle s'est énormément déployée depuis la loi du 4 mars 2002. Elle prend en compte, bien sûr, elle s'appuie sur le principe de bienfaisance qui correspond à la question de la meilleure intention qui est recherchée pour le résident, pour le patient. Et ce principe permet de considérer notamment d'éventuelles alternatives en termes de bénéfices, de risques et de fardeaux. Également le principe de non-malfaisance, quand nous accompagnons quelqu'un, c'est ne pas impliquer de mots, ne pas nuire, associé à cette maxime. Et il s'agit de ne pas porter atteinte à la vie et à la qualité de la vie. L'éthique s'appuie également sur le principe de justice qui prend notamment appui sur le principe d'équité, d'une même qualité et d'attention dans le cadre de la prise en soin et de l'accompagnement, et le principe de solidarité qui correspond à une responsabilité collective permettant d'accorder aide mutuelle et obligation de porter assistance. Nous savons qu'en éthique, le débat se situe à deux niveaux, deux domaines de connaissances se complètent, le fond de la réflexion éthique, philosophique, législative, en s'appuyant notamment sur le droit des patients et des résidents, la responsabilité professionnelle, la déontologie, et puis sur la forme, l'écoute, le respect des propos tenus, et souvent, dans le cadre des échanges, des démarches, la parole est égale. La réflexion éthique, parce qu'elle invite à repérer les conflits de valeurs, c'est-à-dire à apposer des visions complémentaires parfois différentes, elle est faite à travers les réflexions, les débats, l'expression de tous en équipe, pour apprendre à éclairer l'action, à guider les choix décisionnels. La démarche éthique qui est mise en œuvre au sein des équipes l'a traduit. Elle s'exerce dans le cadre de situations de soins et de décisions complexes. Elle vise à éclairer les conditions qui favorisent l'examen de ces situations. Et il s'agit donc de guider, d'éclairer, d'accompagner la réflexion. Elle permet de structurer ce questionnement et de mettre en œuvre toute l'humanité en construisant dans le doute et en faisant émerger des possibles ensemble au sein d'une équipe d'aller, nous dit Edgar Morin, vers une forme de sagesse. Alors, quels sont ces principaux enjeux éthiques que nous pouvons rencontrer en ce qui concerne le résident? Et le dilemme n'apparaît-il pas lorsque, par exemple, appliquer strictement le règlement intérieur pourrait nuire au bien-être du résident, ou encore déroger au règlement pourrait améliorer la situation, mais pourrait comporter également un risque
juridique, institutionnelle pour l'établissement d'inégalités, voire d'injustices. Les exemples sont fréquents, tels par exemple ne pas pouvoir forcément honorer une sortie ou au moment où celle-ci est demandée pour des raisons de sécurité, alors que celle-ci pourrait apporter un bénéfice sur le plan psychique. Mais comment allons-nous pouvoir examiner la situation ensemble, concilier des horaires collectifs et les souhaits des résidents, conjoindre autonomie et sécurité, et jusqu'où protéger. Alors, comment concilier bientraitance et règlement intérieur? Ne s'agit-il pas de réfléchir en équipe ce règlement et d'associer une réflexion éthique partagée, de développer la formation tout au long de la vie quant à la bientraitance, à la réflexion éthique, aux pathologies rencontrées et à bien d'autres thèmes, de réexaminer régulièrement les règles au regard des situations, de l'évolution également des textes législatifs, et de favoriser le dialogue, dans le cadre notamment du Conseil de la vie sociale, avec les familles au sein des équipes. Assurément, d'adapter les règles communes en prenant en compte la singularité des résidents, les habitudes de vie, avec ce respect de l'individualité et de la décision individualisée qui nous anime. Cette culture éthique du questionnement en équipe pluridisciplinaire présente sans nul doute de nombreux bénéfices. Une qualité de soins, d'accompagnement, de vie accrue pour les résidents et des décisions individualisées. Le renforcement également du lien de confiance avec les familles, les relations étant ainsi facilitées. La transférabilité aussi dans d'autres situations et ce concept d'apprenance à travers des situations et de pouvoir remobiliser tous ces éléments. Et puis, la diffusion à travers tout cela d'une culture soignante de la bientraitance et de la réflexion éthique centrée sur le résident. En outre, elle permet un partage d'expériences, de réflexions en lien avec les situations rencontrées, ainsi l'amélioration de la cohérence des décisions, notamment en termes d'analyse et de traçabilité, qui est importante. Une diminution aussi, un partage de la charge mentale individuelle et collective avec cette culture et ces espaces de discussion, diminuant aussi les risques psychosociaux et favorisant une étude indirecte de l'ergonomie. Elle présente aussi des bénéfices pour l'institution. Elle est le gage d'une réflexion collégiale, d'une qualité de soins, de vie prodiguée tant pour les résidents, les familles que les professionnels. Et elle favorise aussi une reconnaissance et la valorisation d'un établissement. Alors, bientraitance, principe de bienfaisance et règlement intérieur, sûrement ne s'opposent pas. Ils sont peut-être plutôt étroitement liés en EHPAD. Ils visent la qualité de vie, de soins, d'accompagnement, le respect de la dignité et les décisions individualisées. Ce dilemme entre bientraitance et règlement intérieur constitue un enjeu éthique central quotidien pour tous les professionnels et les institutions, en s'attachant à adapter les règles aux besoins de chaque résident. Et la bientraitance repose ainsi sur un dialogue constant entre tous, une réflexion éthique continue, afin que ce cadre institutionnel demeure au service de la personne. Voilà. Je vous remercie.